Monsieur, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et donc je parle de beaucoup de sujets et j'en connais très peu, en particulier celui qui vous réunit cet après-midi. Ils vont parler plutôt de solutions, de propositions, après les exposés que vous avez eus ce matin sur les dimensions historiques et philosophiquement religieuses. Donc deux exposés avec des propositions, des paquets de propositions. Et donc on va commencer avec Richard Baron de l'OCDE qui a animé toute une réflexion qui s'est faite à l'OCDE, mais aussi avec les organismes qui sont autour ou avec l'OCDE, comme l'AIE, l'AEN, et puis le Global Forum, Global Transport Forum, voilà. Et une réflexion sur l'alignement des intérêts. Hein. Il y a une façon simple de faire comprendre l'idée, c'est que quand vous voulez lutter contre le réchauffement climatique et que vous subventionnez les hydrocarbures, c'est que vous avez un petit problème. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a plein comme ça, et l'idée qui a présidé, si j'ai bien compris, au groupe de travail qu'a mené Richard, c'est de lister un petit peu systématiquement ces désalignements et de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et donc il va nous présenter ça. Merci beaucoup. Je vais commencer par exprimer deux regrets. Le premier, c'est que je suis arrivé... Ouais, ce sera mieux. Je suis arrivé un petit peu... non, mais ça ira. Donc le premier regret, c'est que j'ai raté une grosse partie de la session de ce matin, et en tant qu'économiste ou d'analyste de politique climatique, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir ce genre de débat avec des philosophes, et n'ayant vu que la fin, c'était une source de frustration importante. Et le deuxième, c'est que ma co-auteure, qui est Virginie Marchal, qui devait être là, est souffrante et donc n'a pas pu se joindre à moi pour cette présentation. Alors, ce que je vais essayer de faire en une petite vingtaine de minutes, et vous m'arrêterez quand je suis trop long, c'est rendre compte d'un travail qu'on a fait à l'OCDE, mais avec l'Agence internationale de l'énergie, l'AEN et le Forum international des transports, sur une question qui passe un peu mieux en anglais, c'est Aligning Policies for the Transition to a Low Carbon Economy. Parce qu'on m'a dit qu'aligner les politiques en français, c'était peut-être un petit peu agressif, mais je trouvais que l'abréviation APT était plutôt sympathique, donc voilà. Donc pourquoi ce besoin de cohérence politique? C'est l'agenda de ce dont je vais vous parler. Parler un petit peu de certains cadres d'action publique généraux, un petit focus sur certains secteurs mais pas tous, et puis une conclusion rapide. Alors le travail a été fait suite à un mandat qui nous a été donné par la réunion ministérielle, donc c'est les ministres de l'économie, des finances, etc., de l'OCDE en 2014, et qui nous a demandé d'envisager dans quelle mesure les cadres d'action publique, hors cadres d'action publique typiquement climatique, donc hors prix du carbone, hors énergie renouvelable, hors soutien aux technologies bas carbone, hors maîtrise de l'énergie, si on évacue tout ça et qu'on regarde l'ensemble des politiques et des actions réglementaires qui existent, dans quelle mesure celles-ci vont à l'encontre de l'objectif climatique. Donc d'élargir le scope un petit peu au-delà de la politique climatique en tant que telle, mais de regarder tout le reste. Donc on a remis ce rapport et il est disponible en ligne, je vous donnerai les coordonnées après, à la ministérielle en juin 2015. Et il a été repris par une des conclusions de la commission Canfin-Grandjean, et puis il y a un certain nombre de pays qui commencent à se poser sur la question de la mise en œuvre de ce qu'on préconise. Alors là, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais juste pour vous dire que c'est absolument clair du point de vue de l'OCDE, il n'y a pas de tergiversation là-dessus, en dépit du fait qu'on a des pays membres qui ne sont pas forcément alignés avec cet objectif. C'est que, quant à nous, l'enjeu climatique, c'est de se situer là, donc une décarbonisation complète de l'économie à l'horizon 2100. Voilà. Alors pour ce faire, pas de grande surprise là-dessus. Je suis obligé un peu de le dire parce que sinon vous allez penser que le CDE travaille pas du tout sur le prix du carbone et ce genre de choses. En fait, on a énormément et on continue d'énormément travailler dessus. Donc je vous rappelle ça. Mais néanmoins, c'est pas l'objectif du travail. On a besoin donc de politiques stables et ambitieuses. On insiste beaucoup sur le prix du carbone. On pense aussi qu'il faut un cadre d'action réglementaire pour faire en sorte que là où le signal prix, quand il y en a un, n'arrive pas, on soit à même de déclencher des comportements bas carbone. Et puis un soutien ciblé aux technologies bas carbone et à l'innovation pour s'assurer que quand la transition doit faire un pas significatif pour décarboner, on aura bien les technologies disponibles à un coût acceptable. Voilà. Donc ça, c'est un triumvirat assez bien connu de la politique climatique. Ce qu'on dit avec ce travail, c'est que ces politiques sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes parce qu'en fait, on est dans un cadre dans lequel la politique climatique, qui n'est pas forcément très bien délinéée, comme
comme c'est le cas là, s'insère dans un cadre plus vaste dans lequel il y a des politiques de compétition, il y a des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques de supervision financière, d'investissement et d'aide au développement ou d'échange, qui ne sont pas forcément en pleine cohérence avec la politique climatique. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles le seraient? Elles sont préexistantes, dans bien des cas, depuis des décennies à l'action climatique. Donc c'est légitime de se poser la question de savoir dans quelle mesure la politique climatique va s'insérer de manière efficace dans ce substrat de politique publique. Donc c'était l'enjeu un petit peu de notre travail. Donc ce qu'on dit, l'intuition générale, c'est qu'on a un besoin de cohérence parce que les instruments d'action publique qui existent ont été construits avant le problème climatique. Par ailleurs, et là de manière plus dirigée, c'est absolument clair qu'on a des économies et des cadres d'action publique qui ont été formatés aussi par l'existence et par le caractère très pratique des combustibles fossiles et qui ont formaté un certain nombre de nos actions. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est un tout premier diagnostic de ce qu'on appelle les défauts d'alignement des politiques publiques avec une société sans carbone. Alors, on ne l'a pas fait, les pays nous ont en fait demandé de ne pas le faire pays par pays, parce que je pense qu'ils avaient un petit peu peur de ce qu'on risquait de trouver. De toute façon, on n'avait pas, en un an, assez de temps pour faire une analyse approfondie des cadres réglementaires de tous les pays. Donc on s'est saisi de tout ce qui existait comme littérature déjà publiée au sein de l'OCDE pour en tirer en fait des signaux sur ces défauts d'alignement. Et on a regardé non pas tous les secteurs et toutes les activités, mais ceux qui sont listés là. Donc les questions d'investissement et finances, la fiscalité, les politiques d'innovation et de compétences, le commerce international, l'adaptation, et juste certains secteurs d'activité, électricité, mobilité et utilisation des sols en espace rural. Alors moi, je vais me focaliser plutôt sur lesquels j'ai travaillé. Virginie aurait pu vous parler des autres. Je vais passer brièvement sur les messages, mais je retransmettrai des questions s'il y en a sur ces autres sujets. Alors, bon, un premier transparent pour vous rappeler, mais vous le connaissez, l'ampleur de l'enjeu, c'est qu'il faut effectivement accroître de manière assez significative les investissements dans le bas carbone. On sait qu'il faut mobiliser à peu près 53 000 milliards de dollars à l'horizon 2035 selon l'AIE pour faire cette transition. Ceci étant, il y a une grosse partie de ces montants, je crois que les 9/10 de ce montant sont des montants qu'on aurait alloués à l'énergie de toute façon. Le seul hic, c'est que jusqu'à présent, on est encore pour les 2/3 des investissements à l'échelle mondiale dans le secteur de l'énergie sur des investissements qui vont en effet vers les combustibles fossiles. Donc en dépit d'une forte croissance des renouvelables et puis une part assez importante du nucléaire aussi, on voit qu'il y a eu quand même qu'il y a toujours quand même une prépondérance assez importante du pétrole, du gaz, des charbons et des centrales charbon en particulier. Donc on n'est pas en route vers la décarbonisation quand on regarde ces informations. Alors, du côté de l'investissement privé, il nous semble qu'il y a des questions à se poser sur les cadres réglementaires du secteur financier et de voir dans quelle mesure ils s'alignent ou pas avec la transition bas carbone. Et un des enjeux qu'on commence à regarder de près, mais sur lesquels on n'a pas encore de réponse très ferme, c'est qu'un certain nombre de solutions qui ont été apportées à la crise financière sembleraient être en porte-à-faux avec le besoin d'investissement à long terme. Ce que nous disent beaucoup de banques, c'est qu'elles sont plus à même maintenant de financer des investissements d'infrastructures à long terme. Or, c'est précisément beaucoup de celles-là dont on a besoin. Je crois que c'est un sujet qui est vraiment important. Du coup, on se retourne vers des investisseurs institutionnels et d'autres en essayant de voir comment on peut mobiliser cette finance-là. Mais on se pose une question sur l'impact des règles prudentielles sur la mobilisation de la finance à long terme. Deuxième point, et qui est de plus en plus important, qui a été rendu plus important par la déclaration de McCarney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est la question de la transparence et de la pertinence et de l'harmonisation du reporting des entreprises sur les risques et les responsabilités climatiques. On a pléthore d'informations sur le carbon footprint, le premier scope, le deuxième, le troisième, d'un certain nombre d'entreprises multinationales. On est assez peu à même de dire dans quelle mesure ces données-là nous indiquent une vulnérabilité par rapport à une politique climatique. On est très peu à même de dire dans quelle mesure ces données-là nous informent sur leur vulnérabilité financière s'il y avait un prix du carbone réel élevé dans l'économie. Et on est en tout cas assez peu informé aussi sur quels sont les risques qu'ils encourent en termes des actifs dont ils sont les gestionnaires maintenant, s'il y avait une politique climatique plus ambitieuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus pour arriver à indiquer dans quelle mesure les entreprises sont ou non vulnérables à l'objectif climatique et pour pouvoir les comparer entre elles, parce que les investisseurs ne sont pas capables de faire ce choix maintenant. Du côté de l'investissement public, on rappelle qu'il y a encore
une partie de l'aide au développement qui ne va pas nécessairement en soutien de l'objectif climatique, mais qui peut être en porte-à-faux par rapport à celui-là. Il y a une discussion en particulier au sein de l'OCDE sur les crédits à l'exportation, avec des pays qui veulent continuer à subventionner les centrales charbon dans les pays en développement, et donc avec une majorité des pays qui est contre, mais pour le moment, on n'est pas arrivé à une solution sur cette question. Alors, ce transparent, juste pour vous montrer qu'on a, à l'heure actuelle, une croissance de l'aide au développement dans le secteur climatique. Donc, on a une partie, la partie qui est grisée là, plus foncée, c'est en fait donc à hauteur de 6-7% maintenant de l'aide au développement pour lequel le rôle principal est en effet de soutenir ou d'aller dans le sens de l'action climatique. Une autre partie qui est un petit peu moins importante, mais qui a aussi une portée climatique. En revanche, pour 85% de l'aide au développement, on n'a pas de visibilité sur ce qu'elle implique en termes climatiques. Donc là, on a une zone un petit peu aveugle sur laquelle on aimerait avoir plus de visibilité pour voir dans quelle mesure elle est, oui ou non, favorable aux objectifs climatiques. Alors, sur la fiscalité, les questions sont un petit peu plus banales au départ. D'abord, on dit, je vais répéter qu'il faut effectivement arrêter de subventionner les énergies fossiles. Alors on a regardé récemment, on a fait un inventaire plus précis sur les pays de l'OCDE, mais aussi sur Indonésie, Brésil, je ne sais pas si la Chine est dans le coup, la Russie, etc. Et on est sur des chiffres relativement importants, entre 160 et 200 milliards de dollars qui sont dépensés par les gouvernements en soutien à la production ou à la consommation de combustibles fossiles. Donc ce que je vous indique là, ce n'est pas un différentiel entre un prix domestique et un prix international, c'est des dépenses budgétaires directes pour soutenir les combustibles fossiles. Donc ça, on est rigoureusement contre, naturellement. Je ne vais pas m'étendre sur la fiscalité essence-diesel, le sujet bien connu en France. Je voulais juste vous montrer un petit peu des images qu'on utilise pour montrer à nos pays qui sont quand même pas tout à fait alignés sur l'objectif climatique. Ce qu'on représente là, c'est en abscisse les émissions de CO2 de la zone OCDE, et puis en ordonnée les taxes qui sont prélevées sur les combustibles fossiles dans la zone OCDE. Alors c'est une moyenne, si je vous montrais la Suède, on aurait une ordonnée bien plus élevée, mais là c'est une moyenne, donc effectivement dans les transports il y a énormément d'essence qui est consommée aux États-Unis, mais toute chose égale par ailleurs, on se retrouve quand même avec un équivalent carbone dans les transports qui est aux alentours de 90 € la tonne, et puis pour l'entièreté, la quasi-entièreté des autres combustibles fossiles qui sont consommés en dehors des transports, on trouve à peu près rien. On a regardé alors un petit peu au-delà de l'énergie aussi, parce que l'énergie c'est un petit peu la victime facile en fait de l'analyse sur l'objectif carbone. On s'est posé des questions sur la façon dont les taxes à la propriété dans différents pays peuvent encourager l'étalement urbain, par exemple. Il y a des taxes à la propriété qui sont formatées de telle sorte qu'on encourage les gens à aller construire loin des centres et à construire plutôt des maisons individuelles, alors que d'autres ne le font pas. On a aussi des niches fiscales qui existent pour l'accession à la propriété, alors ce qui est très bien pour le secteur du bâtiment, ce qui peut être très bien pour assouvir un désir de propriété des gens, mais en fait on s'est rendu compte aux États-Unis, il y a une analyse transverse qui montre que dans les États où il y avait un soutien et où les propriétaires, alors je vais essayer de dire ça correctement, dans lequel il y avait une part importante de propriétaires, de gens qui étaient propriétaires de leur logement, il y avait des besoins de mobilité en transport plus importantes et un niveau de chômage plus important. Et pourquoi ? Parce que ça a conduit à ancrer les gens sur des territoires et à donc créer quelque chose qui est assez naturel. Hein. C'est le fait que c'est plus difficile, il y a des coûts de transaction plus importants pour aller chercher les emplois où ils sont. Et si l'emploi se déplace, la maison ne se déplace pas avec, et donc il y a des besoins de transport plus importants. Ça ne joue pas forcément de la même façon dans tous les pays, mais aux États-Unis, en tout cas, c'est assez frappant. Et on a également regardé un truc qui est un petit peu plus anodin, peut-être qui est en première liste ici, mais c'est quand même un gros montant. Les véhicules individuels en Europe et dans l'OCDE dans son ensemble, pour 20%, sont des véhicules de société. Et dans une grande partie des pays de l'OCDE, le traitement fiscal de ces véhicules de société contribue en fait à une subvention entre 19 et 33 milliards d'euros. Alors ça, bon, pourquoi pas, mais en revanche, quand on regarde quel type de véhicules de société par rapport aux flottes de véhicules qui existent dans ces pays, ces véhicules sont toujours plus gros, sont toujours plus intensifs en CO2 et sont toujours conduits sur des kilométrages plus importants. Donc on a ici encore, en plus des 160 à 200 milliards dont je parlais tout à l'heure, entre 20 et 30 milliards qui sont dépensés pour subventionner plus de consommation et plus d'émissions de CO2.
Voilà. On a commencé à regarder, mais là on n'est pas encore très concluant aussi, la fiscalité des entreprises, dans quelle mesure il y a des dispositifs pour l'amortissement accéléré du capital, dans quelle mesure ça ne peut pas être plus bénéfique à certaines entreprises qui sont plutôt intensives en énergie qu'à d'autres, mais là-dessus il va falloir qu'on regarde de plus près. Bon, voilà. Dernière chose, alors non, je vais passer à la question de l'innovation des compétences. Juste un indicateur là, qui est un indicateur qui montre qu'on n'a pas pris tout à fait la mesure de l'enjeu climatique. En 1980, on était à une part des recherches de R&D dans l'énergie à 11% du total. En 2013, on est à 4%, donc il y a une chute relativement abrupte, même si les montants en valeur absolue ont augmenté. Et en plus, j'ajoute à ça que la part des dépenses de R&D dans le PIB dans les pays de l'OCDE a aussi diminué. Donc en fait, on dépense de moins en moins d'argent dans le secteur énergétique alors qu'on fait de la priorité, de la transition énergétique une priorité. Donc là, il y a un vrai enjeu. Les codes couleurs, le jaune, c'est le nucléaire. Il y a effectivement beaucoup de dépenses de R&D dans le nucléaire. On voit une croissance de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Mais le chiffre à retenir, c'est qu'on est passé d'une part de 11% à 4% et qu'il va falloir un petit peu redresser la barre. Voilà. Sur la question d'innovation des compétences, on voit dans le détail des politiques de soutien à la R&D qu'en grande partie, ce soutien à la R&D est capté, dans certains pays en tout cas, par les grandes entreprises et pas tellement par les nouveaux entrants, par ceux qu'on voudrait voir rentrer et être un petit peu les compétiteurs de ces grandes entreprises qui sont responsables de l'empreinte carbone qu'on a ici et maintenant. Donc il faut intégrer cette question-là. On voit aussi, et ça c'est un petit peu le message général de l'OCDE, c'est qu'il y a dans certains pays un cadre d'encouragement à la compétition et à la prise de risque qui est plus bénéfique et qui est plus nécessaire, qui est plus susceptible d'attirer du financement et d'attirer de l'emploi que dans d'autres cas. Et nous, il nous pense que ça, c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens de la compétition vers le bas carbone. Et donc, on rappelle aux pays qu'il faut pousser là-dessus. Le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de politiques publiques, et en particulier dans le secteur du bâtiment, qui peuvent être très ambitieuses en termes de rénovation pour améliorer la maîtrise de l'énergie des bâtiments existants, et face à laquelle le secteur du bâtiment n'est pas forcément à même d'arriver à délivrer le type d'expertise technique nécessaire pour mettre en œuvre ce type de politique. C'est un gros problème parce que le besoin, en fait, est un besoin de formation. Je crois qu'à l'échelle de l'Union européenne, je ne sais plus si c'est 3 ou 11 millions d'entreprises individuelles dans le secteur du bâtiment pour lesquelles il faudrait conduire des actions de mise à niveau des compétences pour qu'elles soient à même de, effectivement, faire la rénovation telle qu'elle est envisagée par la loi. Et dans bien des cas, il y a des lois qui sont mises en place et on n'arrive pas au niveau de performance attendu à cause d'un déficit de compétences. Alors, je vais aller maintenant un peu plus vite, mais je vais vous parler du secteur électrique qui, à mon sens, est peut-être celui sur lequel l'enjeu peut être très important en termes financiers, même si on n'a pas réussi à le chiffrer, mais je vous donnerai un ou deux indices. Bon, vous savez sans doute, mais ça c'est une vision de l'AIE, mais je crois que les gens sont assez d'accord avec ça, c'est que le rôle de l'énergie, de l'électricité est prépondérant dans la décarbonisation. On le retrouve à peu près dans tous les composantes des baisses d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut pour passer de 6 degrés, qui est le haut de la courbe, à 2 degrés. Et donc la question du coût de la pénétration de l'énergie, de l'électricité bas carbone est absolument essentielle. Or, ce qu'on voit maintenant, et ça c'est une question sur laquelle on a eu un consensus assez intéressant entre les gens du nucléaire, les gens des énergies renouvelables et les économistes de l'OCDE, c'est que la démarche qu'on a suivie pour libéraliser les marchés de l'électricité dans la fin des années 80 et des années 90 a effectivement conduit à un système qui est très flexible, qui est très optimisé à court terme, mais qui est un très mauvais signal pour l'investissement. Et donc le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on fait face à des technologies bas carbone qu'on connaît à peu près toutes, il ne faut pas se leurrer, qu'on aille des renouvelables à la capture et à la séquestration du stockage de CO2, on a des besoins en capital très très importants pour ces technologies. Et en fait, on envoie des signaux aux investisseurs dans lesquels il y a énormément d'incertitudes par les marchés de gros de l'électricité, et donc ils vont vouloir avoir une prime de risque pour l'investissement qui risque de nous coûter très 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 cher. Il y a des travaux qui ont été faits au Royaume-Uni et qui montrent que le système qu'ils ont adopté pour le soutien aux renouvelables, qui s'appelle les Contract for Differences, qui est une sorte de feed-in tarif un petit peu amélioré, eh bien, ce système qui donne une stabilité de prix, je crois, sur 15 ou 20 ans, permet de baisser le coût en capital de 3 points.
Et 3 points sur des montants tels que ceux dont je vous parlais avant, 53 000 milliards de dollars, bon, ce n'est pas la totalité, mais une grosse partie de ça va vers l'électricité. 3 points de différence en coût en capital, c'est énorme pour arriver à la transition bas carbone. Donc voilà, on a, si vous voulez le reprendre, une citation qui est que les marchés de gros de l'électricité ne sont pas stratégiquement alignés avec la transition bas carbone, et donc il y a un enjeu là à poursuivre. Ce qu'on essaye de regarder maintenant, parce qu'on n'a pas de solution toute faite à ça, c'est comment est-ce qu'on organise la compétition pour l'investissement, alors que jusqu'à présent, on a une compétition sur le marché de l'électricité qui est uniquement pour la production. Donc on se pose des questions sur comment est-ce qu'on stabilise l'investissement avec un système compétitif pour l'investissement. Voilà, je passe assez vite sur le transport, on connaît les enjeux. Nous, on ne s'est pas tellement posé de questions sur les aspects technologiques, mais plutôt sur des aspects de gouvernance des territoires, parce qu'on voit pas mal d'exemples dans lesquels il y a des villes qui ont envie de faire des choses, mais qui n'ont pas accès à la finance pour le faire. Il y a des villes qui ont envie de faire des choses et qui n'ont pas de ressources autres que, par exemple, en Chine, la vente de territoires qui étaient des territoires agricoles, qui deviennent des territoires urbains. Donc ce que ça donne en Chine, c'est une incitation à un étalement urbain, en fait. À chaque fois qu'une grande ville en Chine a besoin d'argent, elle vend des territoires qui étaient des territoires agricoles, qui deviennent des territoires urbains. Donc là, il y a vraiment un défaut par rapport à l'enjeu. Un petit exemple, en fait, ou plutôt un contre-exemple, parce que ces deux-ci vont dans le bon sens, mais il y a des villes dans lesquelles l'aménagement urbain dépend d'une juridiction et l'aménagement des transports dépend d'une autre juridiction, et qu'il n'y a pas de coordination entre les deux. Donc on voit des systèmes de transport, par exemple à Mexico, dans lesquels il faut changer 3 fois de système, avoir 3 tickets différents pour prendre des transports en commun. Alors là, on a 2 exemples de la façon dont ça a été plutôt mieux géré. C'est que dans le cas de Rome, en fait, ils ont un système un gouvernement local de la ville de Rome qui s'étend très très largement et qui comprend tous les besoins de transport de la région dans son ensemble. À Paris, c'est pas le cas, sauf qu'on a créé le Grand Paris et puis le STIF, je crois, pour essayer de gérer ça de manière plus efficace. Et je crois qu'on nous envie quand même toujours notre système de transport en commun. Voilà. Bon, je passe assez vite là-dessus. Ce qu'on dit également, c'est qu'il ne faut pas omettre de regarder les infrastructures de soutien aux technologies bas carbone. On a maintenant en fait un système qui est très largement en faveur des véhicules à combustion, parce qu'on a de l'essence, du gaz et on a des stations à essence partout. Il faut se poser la question de est-ce que le gouvernement ne doit pas aussi introduire ce type d'infrastructure pour les secteurs, pour les véhicules électriques et autres. Alors, je passe vite là-dessus. Après, sur l'agriculture. Alors là, on ne le voit pas très très bien. Le gros problème qui reste au sein des pays de l'OCDE, c'est qu'il y a encore pour à peu près 150 milliards de dollars qui sont dépensés en soutien à l'agriculture d'une manière qui est dommageable à l'environnement. Donc il y a une grosse décrue depuis les années 90, mais il reste quand même une part très importante qui vient en soutien de pratiques qui ne sont pas très bonnes pour le climat. Voilà. On s'est aussi posé des questions autour attendez, j'essaie de trouver ça. Autour du problème des déchets alimentaires, parce qu'on a effectivement une grosse partie en fait de la production qui est perdue. Et on se demande s'il n'y a pas là un besoin de coordination entre les ministères de la Santé et les ministères de l'Agriculture pour arriver à des normes de consommation qui soient moins dommageables de ce point de vue-là. Donc on est rentré dans des trucs un petit peu micro comme cela, et il y a beaucoup d'autres exemples dans le rapport, mais c'est un sur lequel je voulais insister. Par ailleurs, on rappelle aussi qu'il y a tout un tas de services écosystémiques qui sont produits par la forêt, qui ne sont pas pris en compte dans les choix d'utilisation des sols et dans l'aménagement des territoires, que nous, on voudrait voir réintroduits et qui, sans doute, protégeraient mieux la forêt et permettraient de réduire l'impact climatique. Bon, je vais conduire rapidement, je suis allé un petit peu vite sur tout ça. Ce que je voudrais que vous essayiez de retenir de cette présentation, hormis le fait qu'il faut effectivement faire un effort pour introduire un prix du carbone et des réglementations qui vont déclencher la transition, c'est qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont disponibles dans d'autres parties de nos administrations, parce qu'ils sont assis sur des cadres réglementaires qui bien souvent sont en porte-à-faux avec l'effort qu'on veut conduire dans le cadre climatique. Il y a pas mal d'incohérences qui sont pointées dans le rapport qui vont freiner la transition bas carbone. Certaines sont bien identifiées et parfois sont en cours de résolution d'ailleurs. On a quand même aussi dans le rapport des façons dont on résout les problèmes qu'on a soulevés dans certains pays. Alors à l'échelle de chaque pays, ça c'est ce que le secrétaire général de l'OCDE a dit au ministre, on encourage les ministères à établir un diagnostic de cohérence de leur cadre d'action avec l'objectif de décarbonation. Et ensuite à engager des réformes pour les résoudre, en mettant en avant, parce qu'on l'a vu aussi dans nos travaux, qu'il y a très souvent des co-bénéfices importants à ces réformes.
Dans très peu de cas, on a vu de ce qu'on appelle des trade-offs, si vous voulez, entre le réalignement des politiques avec l'objectif carbone et d'autres objectifs de politique publique. Cependant, ça veut dire qu'il faut aussi mobiliser des ministères qui vont dire qu'ils ou elles ont autre chose à faire sur cette question climatique, mais ça nous semble essentiel. Et puis on finit sur un appel qui est qu'il y a aussi des gros problèmes d'alignement entre les politiques domestiques qui sont menées ici et là et qui peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une meilleure coordination de certaines politiques publiques parce qu'elles ont de plus en plus des retentissements sur les marchés internationaux et qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des politiques qui sont menées dans notre petit coin. Voilà, le rapport est disponible en ligne. Il y a également un clip qui décrit un petit peu ce qu'on essaye de faire et puis des brochures différentes qui vous donnent la synthèse un petit peu telle que je vous l'ai donnée, mais avec un peu plus de substance. Je vous remercie. Merci Richard. Je passe tout de suite la parole à Jean-Marc Jancovici qui va nous présenter son paquet de mesures, de propositions au-delà du prix du carbone. Bon. Je fais juste une parenthèse. D'abord, je remercie Jean-Marc de nous avoir rendu visite et fait l'honneur de sa présence pour cette animation de cet après-midi. Nous, on s'est modestement, dans un premier temps, concentré sur l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on s'est modestement concentré sur l'Union européenne ? Parce que vous avez compris avec les exposés de ce matin que sauver le monde en bloc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, on a réfléchi à la maille de quelque chose qui nous paraissait activable. L'Union européenne, on sait où c'est, on sait quels sont les gens qui décident, on sait éventuellement à qui causer. Donc on n'est pas parti dans quelque chose qui nous paraissait hors de portée de l'action concernant le shift. On a travaillé sur des propositions qui sont des propositions sectorielles. Je vous dirai après pourquoi c'est pas des propositions transverses, mais de toute façon on ne serait pas arrivé à la cheville de ce qui vient de vous être présenté, donc c'est parfait, le boulot est fait par ailleurs. On a décidé d'en sélectionner moins de 10. Et alors pourquoi moins de 10 ? Ça c'est une petite taquinerie pour les confrères de Jean-Marc, parce que si on en sélectionne 25, c'est la presse qui fait le tri, parce qu'il n'y a jamais la place de relayer 25 propositions. Donc si on en sélectionne 8, on a une petite chance que le pourcentage de propositions relayées soit supérieur. On est parti avec l'idée, comme d'habitude, de convaincre d'abord des porteurs d'intérêt dans les domaines concernés. Donc les premiers qu'on a envie de faire signer, c'est les gens qui ont intérêt dans les domaines concernés. Et puis après, derrière, ils vont aller parler aux gens dont ils ont l'habitude de parler. J'étais pas avec vous ce matin parce qu'il y avait un petit déjeuner à l'Élysée sur le prix du CO2. Et ce qui est en train de se faire basculer Hollande sur le prix du CO2, c'est pas le fait qu'il a découvert que le changement climatique c'était important, ou qu'il devient tout d'un coup capable de faire une addition. C'est tout simplement qu'un nombre significatif de grands patrons aujourd'hui deviennent alignés sur le fait que c'est désirable d'avoir un prix du CO2 parce que c'est bon pour leurs affaires. Voilà. Et donc c'est ça qui l'a fait basculer. Donc c'est très exactement dans cette logique qu'on s'est situé. Je vais rappeler également un truisme. Pour faire baisser les émissions, il vaut mieux faire baisser les émissions. Donc on va regarder d'où elles sortent en ce qui concerne l'Union européenne. Et là, on a aussi essayé d'appliquer quelque chose de très bête et très méchant, qui est, on ne va pas se concentrer sur des trucs qui sont epsilonesques dans l'ensemble. Donc on verrait qu'on a essayé de taper dans le dur, ou dans une partie du dur. Quand on n'a pas tapé dans le dur, c'est qu'on avait de bonnes raisons de le faire. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Alors, dans les émissions de l'Union européenne, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un premier paquet qui concerne le transport. Donc, on a, comme vous le verrez, des propositions sectorielles concernant le transport. On n'a pas de propositions concernant le transport de marchandises. On a des propositions concernant le transport de personnes. J'y viendrai quand j'en parlerai. Après, Richard l'a dit, il y a un sujet absolument central, et puis ça a été dit ce matin aussi par Hubert, dans notre affaire, qui est la production électrique. C'est vrai, même en Europe. En Europe, les émissions de la production électrique, c'est un tiers, enfin du secteur énergétique, plus généralement, vous avez aussi les raffineries là-dedans et beaucoup plus marginalement les réseaux de chaleur. C'est un tiers des émissions de CO2. Je vous rappelle que... Enfin non, je vous rappelle pas. Ensuite, vous avez le reste de l'industrie qui fait également un gros paquet d'émissions. Et alors là-dedans, il faut savoir que l'essentiel des émissions vient en général de la fabrication des matériaux de base. Donc ce qui émet énormément, c'est de faire du ciment, de l'acier, des métaux non ferreux, du verre, de la pâte à papier et de la chimie de base, donc les polys, machin chouette. Une fois que vous avez fait ça, transformer les fibres textiles
en veste ou de transformer l'acier en fourchette, c'est considérablement moins énergivore que la partie qui consiste à fabriquer les matériaux de base. Ensuite, vous avez une partie des émissions en direct. Vous voyez que c'est pas si important que ça, malgré que ce soit au centre de beaucoup de politiques publiques et de ce qu'on va proposer aussi. Vous avez les émissions directes des bâtiments. Alors, les émissions directes des bâtiments en Europe, c'est du chauffage, évidemment. Vous avez dans le monde des émissions indirectes de bâtiments qui peuvent être extrêmement significatives. C'est toute la climatisation à base d'électricité au charbon que vous avez dans énormément de pays. Tous les pays de la ceinture intertropicale, le chauffage, ils connaissent pas. Par contre, la clim à l'électricité au charbon, ça, ils connaissent. Et enfin, vous avez également un gros paquet qui vient de l'alimentation. Alors, l'alimentation est un sujet qui est toujours très compliqué quand on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est très difficile de trouver un gros ayant intérêt à ce qu'on réduise. Dans le domaine industriel, dans le domaine électrique, dans le domaine des transports, vous avez, et vous verrez après facilement qui c'est, des gros ayant intérêt à ce qu'on s'occupe du problème. Dans le domaine alimentaire, des gros ayant intérêt à ce qu'on s'occupe du problème, il n'y en a pas. Par contre, des petits concernés par le problème, vous en avez des millions. Donc c'est un domaine dans lequel c'est toujours très difficile d'aller de l'avant. Ça rebondit aussi sur un sujet qui a été évoqué ce matin, là, quand Hubert a présenté ses chiffres, on lui a dit « Ah, ces chiffres sont catastrophiques, maintenant qu'est-ce que vous proposez pour sauver le monde ?» Et Hubert a très justement répondu qu'il n'était pas là pour sauver le monde, il était là pour vous présenter des chiffres. Alors, sur la base des chiffres que je vous présente maintenant, j'aimerais juste faire remarquer une chose, c'est que si on sait faire chez nous, on a un intérêt égoïste à apprendre, parce que derrière c'est exportable, parce que regardez maintenant la répartition des émissions chez les autres, dans le reste du monde, ben vous voyez qu'on retrouve des gros paquets qui sont à peu près ce qu'on a chez nous. Vous voyez, la part des immeubles est un peu plus faible, la part de l'agriculture un peu plus forte, etc. Mais en gros, c'est les mêmes paquets. Donc si sur la base d'un marché domestique de 450 millions d'âmes, où nous n'avons certes que 4 milliards de tonnes de CO2, donc 10% du total mondial, mais enfin ça fait quand même 4 milliards, on peut déjà jouer un peu avec ça, on est capable de mettre en œuvre des choses qui flottent. C'est pas complètement exclu de penser que derrière on trouvera quelques clients ou quelques personnes avec qui discuter si on a été capable de faire chez nous. Donc il n'y a pas seulement, et pour ceux d'entre vous dans cette salle qui ont eu des enfants, vous savez que le mimétisme est une des méthodes d'éducation classiques, donc ça marche. De temps en temps, le fait de se dire nous on fait, les autres feront pas, la vie est toujours un peu plus compliquée que ça. Alors, ce que nous n'avons pas fait, c'est, et du reste on en a même enlevé une sur le conseil de notre ami Jean-Marc, l'autre là, qui nous a dit vous allez mélanger les genres. Nous n'avons pas mis de proposition transverse. Donc il n'y a pas de proposition fiscale, il n'y a pas de proposition réglementaire, il n'y a pas de proposition interinstitutionnelle, il n'y a rien de tout ça. Mais je suis ravi de voir que du coup on est très complémentaires avec ce qui vient de vous être présenté, qui porte essentiellement là-dessus, c'est-à-dire des propositions transverses, fiscales, réglementaires et de mise en cohérence, chose que nous n'avons pas faite. Les secteurs que nous avons couverts, c'est avec une profondeur de propositions qui va être très variable. Les secteurs, on va dire énergie intensif, donc soit les industries de l'énergie, soit l'industrie lourde, le transport, l'agriculture et le bâtiment. Alors, une proposition, c'est quoi? C'est des émissions de départ, un objectif de réduction, la manière d'y parvenir, et en gros, combien ça va coûter, notamment en investissement. Et alors là, je réaffirme quelque chose qui nous guide très souvent au Shift, et qui est quelque chose qui est un peu à la racine de beaucoup de travaux qu'on fait, c'est il faut toujours chercher en premier la méthode qui va minimiser le capital investi par tonne de CO2 évité. Et il ne s'agit même pas d'un coût complet, il s'agit de l'investissement minimum. Parce que la barrière à l'entrée, quand on essaye de faire changer les choses, en général, c'est le montant à investir. Et je vais le dire à l'envers, dès lors que vous faites quelque chose qui demande 10 ou 20 fois plus de capital investi par tonne de CO2 évité, c'est que vous vous condamnez à aller 10 à 20 fois plus lentement. Parce que les montants à investir, vous pouvez les multiplier par 2, vous ne pouvez pas les multiplier par 50. À un moment, je veux dire, la formation brute de capital fixe, c'est 20% du PIB. On peut monter à 100%, éventuellement. D'accord ? Vous ne mangez plus. C'est sûr que vous n'irez jamais au-delà. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je le répète, qui demande 20 ou 30 fois plus de capitaux par unité de problème traité, vous vous condamnez par construction à aller 20 à 30 fois plus lentement, et donc vous êtes mort, puisqu'on est dans une course contre la montre.
Donc l'idée, c'est vraiment de regarder en premier ce qui minimise le besoin en capital pour régler le problème. On n'a pas fait de plan sur la comète sur les technologies futures, donc vous ne trouverez pas d'hydrogène, vous ne trouverez pas de fusion, vous ne trouverez pas de je sais pas quoi. Enfin bon, on prend les technos actuels et on fait avec. Et déjà, si on arrive à les conserver, c'est bien. On s'est évidemment intéressé à la manière dont les acteurs en présence pouvaient ou non s'emparer du sujet. Donc je redis ce que j'ai dit, il faut trouver un gagnant dans le système et il faut commencer par le convaincre lui, sinon vous avancez pas. C'est ça le cahier des charges de la démocratie. Voilà, la manière dont on va diffuser les propositions, ça sera nécessairement résumé, et après, dans un souci de transparence, on renverra au détail des calculs, donc on se fera réfuter, c'est le but du jeu, par les gens qui auront le temps et l'envie de le faire. Je commence par les transports. Ce que vous voyez sur les transports, c'est que les émissions de gaz à effet de serre liées au transport sont essentiellement liées au transport terrestre en Europe. Alors, au transport terrestre, c'est personnes et marchandises. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi on n'a pas traité les marchandises, parce que le transport de marchandises est consubstantiel de l'organisation industrielle à large échelle, et c'est très très difficile de résoudre le problème simplement avec des mesures techniques sur les camions. Comme vous le savez peut-être, les camions sont beaucoup plus près de l'optimum de consommation en carburant que les voitures, parce qu'une voiture, c'est 70 kilos de passagers, même 50 si c'est une femme pas très grosse, dans 1,5 tonne de voiture. Donc les marges d'optimisation sont absolument considérables. Un camion, un semi-remorque chargé sur la route, c'est 25 tonnes de marchandises dans un camion qui en pèse 40. Donc vous êtes considérablement plus près de l'optimum d'entrée de jeu par tonne transportée. Vous ne diviserez pas la quantité de carburant par 4 en transportant des tonnes. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de transporter moins de tonnes, moins loin, moins etc. Et ça suppose de repenser la totalité de l'appareil industriel. Et ça ne rentrait pas dans 8 propositions, simples à énoncer, etc. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'on n'était pas capable de le traiter dans le cas de quelque chose qui s'énonce de manière très simple, par-delà quelques principes très généraux. C'est un sujet, mais voilà. Et en particulier, pour ceux d'entre vous qui ont fait quelques calculs d'ordre de grandeur, l'idée qu'on va basculer toutes les marchandises transportées aujourd'hui en camion sur le train est malheureusement une chimère. Parce que les lieux de destination et les lieux d'origine des marchandises sont considérablement trop diffus pour qu'on puisse mettre du transport massif avec des infrastructures très capitalistiques comme le train. Alors, on ne peut pas faire ça en 1 semaine, ni même en 10 ans. Je ne vais pas me faire des amis chez nous, à la SNCF, là-dedans, je sais qu'ils sont d'accord. C'est pour ça qu'ils ont une boîte de camions. Donc, vous avez ici le point dans lequel il faut taper. Alors, on a une première proposition qui concerne les transports du quotidien. Je vous rappelle que les transports du quotidien, c'est 2/3 du kilométrage fait en France et donc par extension dans les pays voisins. C'est en gros le kilométrage en voiture en France, c'est 1/3 domicile-travail, 1/3 déplacement court du quotidien, autre motif, et 1/3 longue distance. 3/3. La première mesure qu'on propose, c'est que les voitures descendent, alors pas à la mode Volkswagen, mais pour de vrai, à 2 litres au 100 d'ici à 2050 sur le parc en circulation. Donc ce n'est pas les véhicules neufs vendus dans l'année qui doivent descendre à 2 litres, c'est la totalité du parc en circulation qui doit descendre à 2 litres. Je vous rappelle que l'objectif, Richard l'a montré très rapidement, l'objectif des 2 degrés passe par une division par 3 des émissions planétaires en 2050. Et si on dit que l'Europe se met au diapason de cette division par 3, il faut tout diviser par 3 d'ici à 2050. D'accord ? Donc les transports, l'industrie, l'électricité, tout divisé par 3. Je peux en faire un peu plus ici, un peu moins là, mais enfin ça vous donne quand même une idée. Aujourd'hui, la moyenne du parc en Europe, c'est à peu près 6 litres au 100. Donc si vous passez toutes les voitures à 2 litres au 100, vous y êtes à peu près. Et ça se fait comment ? Ça se fait en réglementant les consommations des véhicules neufs vendus dans l'année, parce que, bien qu'étant un grand défenseur de la taxe carbone, l'élasticité, le consentement à payer quand il s'agit de se déplacer, demanderait des niveaux de taxation qui ne sont pas du tout de 50 € la tonne, mais plutôt de 500, voire 1000, pour commencer à avoir des résultats significatifs. Bon, les petites extrapolations que j'avais fait à l'époque du plein, s'il vous plaît, m'amenaient à un quadruplement du prix de l'essence en termes réels. Donc c'est évident qu'on n'y arrivera pas dans un régime démocratique comme ça. Ça ira beaucoup plus vite de réglementer les émissions des voitures neuves, donc de réglementer les objets en circulation. Vous pouvez compléter, soit dit en passant, avec des mesures fiscales de type retour de la vignette.
qui a été supprimé par notre grand défenseur du climat actuel, là c'est Fabius qui a supprimé ça, ou bien, mais non mais jamais trop tard pour bien faire. Ou bien vous pouvez mettre un bonus-malus considérablement plus dur en termes de malus, avec des niveaux considérablement plus bas, etc. Donc vous avez un appareil fiscal qui peut être adapté, mais le truc à la racine, c'est de réglementer les émissions des voitures neuves, et il n'y a que comme ça qu'on peut espérer aller suffisamment vite vers un parc qui consomme 2 litres au 100 en moyenne. La deuxième proposition qu'on fait, parce que même ça n'ira pas encore assez vite pour offrir de la mobilité aux gens qui aujourd'hui en deviennent exclus à cause de la paupérisation, notamment des périurbains dans les villes européennes, c'est également d'offrir très vite des services d'autocars périurbains, comme Madrid l'a mis en place de manière extrêmement efficace. Alors Madrid, soit dit en passant, correspond aux critères de beauté de Richard, c'est-à-dire à une autorité organisatrice des transports qui est à la maille du problème à traiter. Parce que ça permet en gros de diviser la consommation de carburant par un facteur 10 à 20 par rapport à ce que vous avez quand vous utilisez des voitures seules. Et c'est très peu gourmand en capitaux. L'infrastructure est déjà là, puisque les routes sont déjà construites. Vous n'avez pas besoin de sites propres, sauf très faible goulet d'étranglement. Vous avez besoin de quelques abribus et de quelques parkings de rabattement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement light en capitaux et qui permet de déplacer très très vite de la mobilité en véhicule individuel sur de la mobilité en mode collectif. Alors ça, c'est un truc qui est toujours un peu perturbant pour les Français. Quoi, le mode collectif, c'est le bus, c'est pas le train. Oui, le mode collectif le plus adapté à une évolution très rapide, à court terme, c'est le bus, c'est pas le train. Après, on a une deuxième proposition. Alors, elle est un peu plus anecdotique sur les émissions de gaz à effet de serre, mais elle vise à être à l'intersection de ce qui a fondé l'Europe, dont j'ai plus Michel, je crois qu'il a rappelé ce matin que c'était la seule construction, le seul abandon de souveraineté, le seul abandon consenti de souveraineté à large échelle qu'on ait vu dans le monde. Alors lui, il a dit ce matin, parce qu'il était un peu taquin, ça marche pas très bien. Si, il y a quand même des trucs qui marchent. Bon, mais c'est perfectible, cela étant, ça je suis d'accord. Donc or, en Europe, vous vous rappelez que l'un des éléments fondateurs de l'Europe, c'était de se connaître pour plus taper dessus. Et pour se connaître, il faut un peu voyager. Donc, il faut un peu se déplacer. Donc là, on a une proposition qui est destinée à faire en sorte qu'on puisse continuer à se voir alors même qu'il y a de moins en moins de pétrole, qui est de basculer pour toutes les interconnexions de grandes villes européennes, de l'avion et de la voiture, vers le train. Donc un des trucs que le plan Juncker pourrait, avec 2 zéros de plus, parce que je pense que c'est ça qu'il va falloir, pourrait regarder d'un peu près, c'est l'interconnexion. Alors je sais que c'est déjà un truc qui est sur la table, mais il faudrait accélérer l'interconnexion en train à grande vitesse entre toutes les capitales européennes pour être capable de déplacer rapidement de l'avion et par ailleurs de continuer à se voir alors même qu'il y aura de moins en moins de pétrole. On a ensuite une proposition qui porte sur l'alimentation. Alors l'alimentation en émissions domestiques en Europe, c'est en gros 10% du total. Cela étant, il y a des pays comme la France où on se rapproche plus de 30, 25-30. Et dans cette affaire, vous avez un élément qui pèse très lourd, c'est l'élevage bovin. Si vous regardez, alors non pas les émissions nationales, mais l'empreinte carbone d'un Français, l'alimentation dans l'empreinte carbone d'un Français, dont on a parlé ce matin, là, qui fait 10 tonnes et quelques, équivalent CO2, l'alimentation c'est 2,5 tonnes, et là-dedans, les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers, c'est viande rouge et produits laitiers. Donc l'élevage bovin, c'est quelque chose qui pèse lourd dans les émissions, et là, on a une proposition qui va nous valoir énormément de sympathie et des entrées gratuites au Salon de l'Agriculture, qui est de diviser les émissions du cheptel bovin par 2 en divisant le cheptel bovin par 2. Alors, diviser le cheptel bovin par 2, ça ne veut pas nécessairement dire diviser les revenus des éleveurs, qui sont des gens qui travaillent dur, plus dur que vous et moi, par 2. Il faut inventer, alors là, ça fait partie du boulot à faire, le système réglementaire qui permet que ce ne soit pas eux qui encaissent la division par 2 de leurs revenus. Mais par contre, il faut diviser les volumes par 2, histoire de diviser les émissions de méthane des vaches par 2 d'une part, et les cultures céréalières nécessaires à l'alimentation du gros bétail par 2 d'autre part. Ce qui permettra, soit dit en passant, d'avoir des méthodes de culture beaucoup plus douces, puisque vous savez que les rendements du bio et assimilé, en général, sont plus bas que les rendements du dit conventionnel. Enfin, on ne pouvait pas échapper à s'occuper des 30% d'émissions de CO2 qui viennent de la production électrique. Et donc là, on a une proposition très simple
On supprime toutes les centrales à charbon dans les 30 ans qui viennent. Toutes. Bon, toutes. Et soit dit en passant, je pense que ça devrait également être un objectif, je l'ai rappelé ce matin au président, je ne suis pas complètement sûr que je serai écouté, mais ça devrait être un objectif qui est au centre des discussions climat en ce moment, c'est l'éradication du charbon dans les 30 ans qui viennent dans la production électrique. Alors tout à l'heure, Richard a montré les investissements dans l'énergie, il a dit pour le moment l'essentiel va dans le fossile. Il faut préciser que l'essentiel de ce fossile va dans l'oil and gas. En fait, le charbon stricto sensu, c'est une petite partie des investissements dans les énergies fossiles. C'est de l'ordre de 100 milliards par an, 50 dans l'amont et 50 dans les centrales, en gros. Donc, c'est pas si difficile que ça, d'un point de vue strictement financier, de s'en séparer. Vous n'êtes pas en train de vous couper de 80% des investissements dans les énergies fossiles que les financiers ont l'habitude de faire, que les arrangeurs de crédit savent faire, etc. Et dans le monde, les émissions des centrales à charbon, c'est 20% du total. C'est 4 fois les émissions des voitures particulières, pour vous donner une idée. Donc, tuer le charbon dans les 30 ans est un incontournable des 2 degrés, et même des 3. Si on ne fait pas ça, il n'y a absolument aucune chance qu'on y arrive. Je dis bien aucune. Alors, par quoi remplacer le charbon ? Eh bien là, ça dépend de ce que vous êtes prêt à payer, et je renvoie à la discussion sur l'intensité capitalistique. Si vous remplacez ça par un moyen pilotable, alors les moyens pilotables, vous avez de l'hydroélectricité si vous y avez encore accès, donc on peut encore en faire un peu dans les montagnes norvégiennes et dans les montagnes suédoises. Vous pouvez remplacer ça par des combustibles fossiles avec CCS, avec Carbon Capture and Storage, ça reste pilotable, ou vous pouvez remplacer ça par de nucléaire. Si vous remplacez ça par des modes non pilotables, photovoltaïque ou éolien, à ce moment, vous êtes obligé d'adjoindre une fonction système pour rendre de nouveau l'électricité pilotable, parce que le RER qui m'a amené à Paris ce matin, j'ai pas envie de le prendre juste quand il y a du vent. Et du reste, si je ne le prenais que quand il y a du vent, ça désorganiserait un poil l'organisation de la société. Et à ce moment, l'intensité capitalistique du mode plus sa fonction système, qui est je stocke une large partie pour redistribuer quand les gens montent dans le RER, vous multipliez les coûts en capitaux par n'importe quoi entre 10 et 40 selon les hypothèses que vous faites. Donc je pense qu'on n'y arrive pas. D'accord ? Je pense qu'on n'y arrive pas. La seule énergie renouvelable qui est d'une intensité capitalistique pas trop éloignée de celle du nucléaire, c'est l'hydroélectricité, mais encore faut-il avoir encore des montagnes disponibles pour en installer. Donc en Belgique, ça marche pas bien. Voilà, mais ça c'est quelque chose, j'insiste, qui est absolument central dans les plans. Et il faut également traiter la question de l'industrie. Alors l'industrie, on ne fait pas de proposition spécifique dessus. Il y en a une, mais elle ne sera pas dans le pacte, qui est monter le prix du CO2, parce que si vous montez suffisamment le prix du CO2, les cimentiers seront bien obligés de faire quelque chose, et les aciéristes seront bien obligés de faire quelque chose, etc. Mais c'est une proposition en tant que telle qu'on fait par ailleurs, donc je ne la détaillerai pas aujourd'hui. Et enfin, et par ailleurs, après, c'est que du sectoriel. Parce que la consommation à l'aval d'acier ne correspond pas à la consommation à l'aval de polyéthylène, et ne correspond pas à la consommation à l'aval de soude, et ne correspond, etc. Donc, vous ne pouvez pas faire de recommandations. Transport de personnes, c'est une fonction. L'individu était ici, il est là. C'est une seule fonction. Donc c'est pas très compliqué d'imaginer des mesures techniques qui vont sur une seule fonction. Manger de la viande de bœuf, c'est une seule fonction. Bon. Fabriquer des objets industriels, il y en a quoi ? 100 000 des objets industriels aujourd'hui. Donc c'est très compliqué d'avoir une silver bullet, comme diraient les Américains, qui s'applique à ceux qui fassent des miracles partout. Donc il faut aller regarder dans le détail. C'est compliqué. Donc comme il faut aller dans le détail et que c'est compliqué, on a dit qu'on s'en occupait pas cette fois-là. Enfin, il reste les bâtiments. Alors les bâtiments, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas énorme dans le monde. En Europe, les émissions directes, c'est quand même un peu plus, puisque vous avez en gros 12%. Et puis il faut y rajouter en gros 40% de la consommation électrique. Et donc au total, ça vous fait quand même 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors entendez-moi bien, si on traite les 25% dans les bâtiments, l'assiette de réduction que vous avez en décarbonant l'électricité, par exemple, devient plus petite, si vous commencez par économiser de l'électricité. Donc les mesures ne sont pas additives. Alors dans le bâtiment, il se trouve que c'est un des sujets sur lequel le Shift travaille depuis longtemps. Du reste, certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à des présentations qu'on a faites sur des mesures dans le bâtiment. On en a 2. La première, c'est que, j'ose le gros mot, il faut rendre obligatoire, mais de manière progressive, la rénovation thermique de l'existant. Et l'obligatoire qu'on a en tête passe par des étapes qui sont diagnostic, mise en conformité, et la mise en conformité est un truc qui est progressif dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où le diagnostic est fait, vous avez 35 ans pour faire les travaux de mise en conformité. Et la quantité ou la fraction des travaux qui doit être faite s'accroît au cours du temps, pour dire les choses de manière un peu simple.
Et si vous n'êtes pas conforme, vous pouvez ni louer ni vendre. Vous pouvez, mais vous avez une prune. Il faudra en passer par là si on veut que les bâtiments puissent continuer à assurer du confort thermique dans les 30 ou 35 ans qui viennent. Sinon, si on ne fait pas ce genre de choses, ce qui se passera, c'est que vous aurez une fraction croissante des bâtiments qui seront incapables d'assurer la fonction de confort thermique parce que l'énergie leur sera plus accessible, soit par une pénurie physique, soit par des prix. Et à ce moment, ils vaudront de facto beaucoup moins cher. Donc si les propriétaires n'acceptent pas de payer la prime d'assurance qui est la mise en conformité, ils auront une perte de patrimoine qui sera bien plus importante. L'obligation, c'est pas loin d'être un mécanisme prudentiel quelque part, très souvent. C'est un mécanisme d'assurance, au fond. Donc ça, c'est en ce qui concerne le logement privé. L'idée, encore une fois, c'est de passer par une obligation. Alors, tout ce qui va avec, il faut que les gens soient capables de faire des diagnostics corrects, il faut que les gens qui font les travaux soient capables de les faire correctement, que les fournisseurs de matériaux, etc. Mais en gros, le truc qui tire tout le reste, c'est une obligation. Et dans le domaine public, là aussi, on recycle un projet qui a été notamment porté par Michel, qui est un projet assez sophistiqué de garantie, en gros, de contrats de performance énergétique dans le cadre de PPP pour des bâtiments publics avec le financement des travaux qui est garanti par l'État via un mécanisme, là aussi assez sophistiqué, de création d'une société de garantie qui n'est peut-être même plus nécessaire maintenant que le plan Juncker existe. Donc là, l'idée, c'est de pousser très fort la rénovation du tertiaire public. Et l'une des idées qu'on a derrière, et j'en reviens à mon cynisme qui est « il faut que ça profite à quelqu'un », c'est que vos maisons, pour ceux qui habitent en maison, ou vos copropriétés, pour ceux qui habitent dans un immeuble dans lequel il y a 5 appartements, ça n'intéresse pas les majors. Or, c'est les majors qui font du lobbying. Ce qui intéresse les majors, c'est si Paris décide de rénover d'un seul coup la totalité de ses écoles ou la totalité de ses crèches en lançant un appel d'offres où ne répondront que les 5 premières boîtes de bâtiments françaises. C'est ça qui les intéresse. Or, autant la rénovation du patrimoine privé, c'est inaccessible à ce genre de mécanisme, la rénovation du tertiaire public est totalement accessible à ce genre de mécanisme. Donc c'est une partie minoritaire des surfaces, mais c'est ça qui peut tirer le marché en ce qui concerne la rénovation, parce que c'est là qu'on va voir arriver les gros loustiques d'abord, qui vont avoir envie de se mettre dans des marchés à quelques centaines de millions d'euros ou plus. Voilà, ce qui nous reste à faire sur la base de ce que je vous ai présenté, parce qu'on n'a pas tout à fait fini de travailler, c'est il faut qu'on finalise le boulot qu'on est en train de faire. Alors on est en train, encore une fois, de chiffrer les investissements, de chiffrer des vitesses de déploiement, d'identifier qui doit porter l'effort en premier, etc. Derrière, alors aujourd'hui je pourrais pas citer de nom, mais on va essayer de faire la tournée des Grands-Ducs et d'avoir quelques grands patrons qui nous disent votre truc, ça a une bonne tête, je signe. Et une fois qu'on aura ça, on essaiera de faire un peu de bruit autour, et tout ça devrait nous amener au début de l'année prochaine. On n'a pas idée, enfin on s'est pas mis dans l'idée qu'on allait sortir au moment de la COP, parce que je pense que nous autres petits Français, on aurait été totalement inaudibles de le grand raffut médiatique qu'il va y avoir. Donc on est plutôt parti pour sortir au début de l'année prochaine dans l'après-COP, parce que je crois qu'il y aura une après-COP. Voilà, on sera bien évidemment ouvert à ce que les gens dans la salle qui ont envie de réfuter, on va dire, puissent le faire, et en particulier dans le débat qu'il y aura dans 3 minutes, s'il y a des gens qui ont des objections, remarques, questions, etc. On est là pour ça. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais poser une ou deux questions. D'abord sur les horizons temporels. Vous, Richard, c'est un travail qui a été mené de manière extrêmement rapide, en 1 an. Est-ce que c'est un travail qui va continuer et est-ce qu'il y a une idée de calendrier sur les actions qui devraient être entreprises? Est-ce que c'est à 5 ans, à 10 ans? Est-ce que... Alors oui, ça continue, mais je vais vous parler un petit peu en termes bureaucratiques. C'est que nous, on fait ça à l'échelle de Scale OCDE, donc des directions qui s'occupent a priori pas d'environnement, sauf une direction de l'environnement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que la dynamique qui a été enclenchée avec ce travail, dans lequel on a donc coordonné un travail avec une vingtaine de directions en gros, soit continuée dans les programmes de travaux à venir. Et ça, c'est important parce que ça amène une discussion avec les pays.
C'est-à-dire que dans chacune de ces directions, il y a des revues des politiques sur l'innovation, des revues des politiques publiques sur les transports, sur etc., etc. Et si nous, on arrive à insuffler ce message de l'alignement avec les objectifs climatiques dans toutes ces revues, on a une capacité de mobilisation, bon, qu'est-ce qu'elle est, mais en tout cas, on a un message qui est assez systématique vers les pays, alors que jusqu'à présent, quand on s'occupait de fiscalité, on s'occupait pas d'environnement, on s'occupait pas de climat. Alors, on est aussi assez subtil là-dessus, on ne dit pas que le climat prend la priorité sur tout le reste, mais on veut au moins que ce soit visible. De la même manière que quand une entreprise fait un rapport sur son activité, il y a un chapitre climat, si c'est pertinent pour cette entreprise, et qui disent en gros ce qu'il en retourne là-dessus, pour qu'on puisse faire un choix éduqué en fait de politique publique après. Donc ça veut dire que ça va se déployer et continuer de se déployer sans doute donc à partir de l'année prochaine sur plusieurs années. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une grosse partie de ces politiques que nous on identifie comme étant non alignées, dont la réforme va prendre plusieurs années aussi. C'est-à-dire, il y a des actions qui sont très rapides dans le domaine climatique, on peut faire des choses très vite, et puis il y en a d'autres qui se font au rythme des réformes structurelles, et là-dessus, on sait que ça prend du temps. Ce qu'on fait juste, nous, c'est d'apporter une pierre aux réformateurs, si vous voulez, pour leur dire l'enjeu climatique va très souvent dans le bon sens de plein d'autres enjeux d'économie et de politique publique, et donc saisissez-vous de ça aussi pour faire avancer ces réformes. Oui, j'ai vu récemment des gens qui présentaient à partir de leur expérience d'entreprise la mise en œuvre de la norme environnementale qui est la norme ISO 27000 26 000 Oui, 14 000, c'était la 14 000. Et c'était impressionnant de raconter, donc vraiment des gens de l'industrie automobile en l'occurrence, qui racontaient à quel point la mise en œuvre de ces normes environnementales leur avait fait faire des économies dont ils n'avaient pas la moindre idée, et donc d'aligner des intérêts qu'ils n'avaient absolument pas en tête au début. Juste une anecdote là-dessus, quand on a fait ce travail, on l'a donc envoyé à des parties des administrations dans les pays qui ne s'occupent pas de climat. Et il y en a certaines, je crois que c'est l'administration fiscale de l'Irlande qui, quand ils ont vu cette question des véhicules de société, s'est dit mais attendez, il y a quelque chose qui va clairement pas. Là, on taxe le carbone ici, on subventionne là. Et donc, ça met à jour aussi des informations qui circulent pas au sein des gouvernements, parce que bon, le savoir est infini, mais le temps ne l'est pas, quoi. C'est vrai que le chiffre de 19% du parc OCDE composé de flottes d'entreprises et très souvent bénéficiant d'avantages fiscaux est assez impressionnant. Jean-Marc, alors merci de m'avoir simplifié le travail déjà, parce que j'ai réussi à noter que 7 des 9 propositions. Donc ça m'avance dans le filtrage des 2 ou 3 propositions que je pourrais éventuellement mettre en avant dans un article de presse en fonction de la loi médiatique. On peut difficilement présenter beaucoup d'idées à la fois. Même question sur le temps. Sur certains cas, tu as dit que tu visais un horizon 2050, dans d'autres... C'est une réflexion qui se situe à quel horizon temporel ? Alors l'objectif peut être à 2050, l'action demain matin. Je vais prendre l'exemple de la réglementation des voitures. Il y a une directive en Europe qui réglemente déjà les émissions moyennes vendues, enfin des voitures vendues par les constructeurs. Là, j'ai envie de dire, à la première fenêtre d'opportunité, il faut essayer de faire passer une révision de la directive dans le sens d'un trend de moins Z%, donc il faut qu'on finisse de calculer le trend pour qu'on soit aligné. Peut-être que c'est le scandale Volkswagen qui va donner l'occasion à l'Europe de se repencher sur la question, puisque je sais qu'ils ont déjà commencé à réfléchir à la manière dont on allait aligner, alors en l'occurrence pas les politiques, mais les normes et la réalité, puisque je ne sais pas s'il y a une personne dans cette salle qui a jamais réussi à conduire une voiture au niveau de consommation annoncé par le constructeur. Moi, j'ai beaucoup essayé. Enfin, je conduis pas très souvent, mais à chaque fois, j'essaye. Jamais arrivé. Bon, je ne peux pas être bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est une fenêtre pour demain matin. Quand on parle de la rénovation, c'est pareil. La fenêtre, elle est permanente. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut faire le siège jusqu'au moment où ça va se déclencher. Mais je rejoins Richard sur un point, c'est que malheureusement, la démocratie est un système lent et tâtonnant. Donc c'est très rare qu'on arrive à rentrer dans le bureau de quelqu'un et en ressortir avec la promesse que le truc est fait le lendemain matin. En ce qui concerne l'éradication du charbon dans la production, il faudrait par exemple que l'Europe se dote d'une directive réglementant les émissions maximum par kilowattheure admissibles sur une installation de production électrique, ce qu'elle pourrait faire, parce que c'est très exactement ce que l'administration américaine, ce que l'EPA vient de faire, et après avoir un niveau qui s'abaisse progressivement avec le... Non mais donc, il n'y a pas d'obstacle théorique
à ce qu'un certain nombre de ces trucs-là soient mis en œuvre. Par contre, il n'y a qu'un rapport de force qui est combien de gens on va réussir à rassembler autour de nous pour peser dans le sens d'une décision publique qui aille dans le bon sens. C'est juste ça la question. Et évidemment, je ne connais pas la réponse. Vous voyez bien, dans ce nombre de propositions, les groupes d'intérêt très clairement constitués, prêts à tout faire pour éviter que des décisions soient prises dans ce sens. Dans ce que vous avez proposé, vous, on avait moins cette impression qu'il y avait des groupes de résistance prêts à s'opposer à ces aliments d'intérêt. Est-ce que c'est vrai ou Parce que c'est même une question absolument centrale dans le fait d'avancer. Oui, mais cette économie politique. Mais c'est parce qu'on a des interlocuteurs qui sont dans les gouvernements, qui viennent dans une enceinte de consensus qui est l'OCDE pour discuter de choses qui font pas mal. Donc voilà, on leur donne une suite de solutions, enfin, qui parlent à des décideurs politiques. Donc c'est leur activité de tous les jours. Ils comprennent de quoi il en retourne. Ils voient bien qu'il y a un objectif climatique dont ils ne se sont pas saisis jusqu'à présent. Ils entendent qu'on doit les mobiliser. Ils disent bon, bah, d'accord, à partir de maintenant, on va se mobiliser. Eux, ils voient pas de résistance directe. Là où ils commencent à faire du bruit, c'est quand ils disent attendez, parce que sur la fiscalité, nous, on a quand même une partie de nos revenus qui viennent, au Canada, des royalties qui sont prélevés sur le pétrole, le gaz et le charbon. Donc, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait survivre ces communautés. Ou alors, on a eu aussi les syndicats, mais qui sont plutôt pro-action climatique de manière générale, qui nous disent en Pennsylvanie, le fonds de pension, il est essentiellement abreuvé par l'activité charbon. Et si on ferme ça, on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de retraite pour ces communautés-là. Donc on a un vrai problème à traiter. Donc de plus en plus, nos travaux vont aussi vers aller dans la direction de comment est-ce qu'on gère le déclin de certaines activités. Parce que et notamment à quel rythme et à quel rythme et avec quel mécanisme? Est-ce que c'est de la fiscalité? Donc on se penche sur des questions du style, alors ça ne va pas faire plaisir, mais quand l'Allemagne sort du nucléaire, comment est-ce qu'ils dédommagent? Et qui? Quand ils ont fermé le charbon, comment est-ce qu'ils ont fait pour dédommager? Enfin, Thatcher a fermé comme ça de manière un peu brute au Royaume-Uni. En Allemagne, ils ont un système de fondation qui existe pour essayer de recycler un petit peu les travailleurs et d'assurer leur retraite après. Est-ce qu'on doit mettre des systèmes en place comme cela pour gérer la transition bas carbone, ou est-ce qu'au contraire on doit mettre les compagnies pétrolières, charbonnières et gazières en face de leurs responsabilités en leur disant on vous en parle depuis 1990, vous n'avez rien fait, venez pas frapper à la porte pour avoir des indemnités, quoi. Enfin, mais il y a quand même une question à se poser là-dessus parce que je pense qu'il y aura des résistances. Et je voulais rebondir peut-être sur la question du charbon parce que Jean-Marc disait que c'est effectivement une très petite part des investissements dans l'énergie. Alors c'est vrai, l'AIE a fait une évaluation de ça il y a quelques années dans laquelle il regarde juste les actifs qui ne pourraient pas être exploités complètement comme attendu si on passe aux 2 degrés. Et la répartition, c'est comme si c'était 300 milliards entre maintenant et 2035, donc c'est pas grand-chose finalement. Il y avait 8 milliards dans le charbon, c'est pas grand-chose. Il y avait 160 milliards dans le pétrole et le gaz, c'est beaucoup, mais voilà. Mais il y a 120 milliards dans le secteur électrique, dans les centrales charbon. Donc le charbon en tant que tel, non. Les centrales électriques, c'est quand même beaucoup d'argent, donc il faut aussi réfléchir à ça. Dernière question à l'un et à l'autre avant de passer la parole à la salle. Vous avez présenté chacun donc des séries de mesures. Question de journaliste un peu basique. Dans ces propositions, quelles sont celles qui sont les 2 ou 3 qui vous paraissent les plus importantes, les plus porteuses, peut-être les plus faciles? Vous savez bien qu'il faudrait passer de 8 à 2. Je vais répondre. Les résistances ne sont pas au même endroit selon les mesures qu'on regarde. Donc c'est pour ça que ça rend difficile une hiérarchisation extrêmement claire. Si, je vais en prendre une, tiens. Créer un réseau de trains à grande vitesse pour, entre guillemets, tuer l'avion dans les liaisons entre capitales européennes. Pas beaucoup enfin, je veux dire, il y a quelques compagnies aériennes qui vont rouspéter un peu. De toute façon, elles s'en foutent. Leur business aujourd'hui, c'est d'amener des touristes chinois. Donc, c'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Bon. Mais c'est une mesure qui porte sur une petite fraction du problème à traiter. Si je prends ce qui touche à l'alimentation, ça concerne tout le monde. Donc, c'est pas simple. Si je prends ce qui concerne le transport, ça concerne tout le monde. Donc c'est pas simple. C'est soit dit en passant, ça concerne en particulier l'Allemagne, qui, les gens qui traînent à Bruxelles le savent, est en général celle qui, malgré sa réputation écolo, est la plus rétive à toute accélération de la normalisation de la baisse de la consommation des voitures.
Si on concerne le bâtiment, c'est assez consensuel parmi les agents économiques, d'une complexité extrême parce que j'ai 15 millions de propriétaires en France, plus 4 fois ça ailleurs. Donc il n'y a pas une mesure dont on puisse se dire celle-là c'est le quick win, elle est facile. Il y en a une qui techniquement est très facile, mais quand je vais dire ça, la moitié de la salle va sauter en l'air, c'est de remplacer du charbon par du nucléaire. Ça techniquement c'est très facile. Mais c'est celle qui, par ailleurs, fait appel à la sensibilité d'une fraction non nulle de 450 millions d'électeurs, et donc la résistance est ailleurs. Donc il n'y a pas une mesure dans le lot dont on puisse dire c'est celle-là qui est la plus simple. C'est pour ça qu'on en a pris une par secteur. On n'en a pas pris 50 par secteur. On en a pris une ou deux par secteur, en se disant on va concentrer nos forces sur celle-là par secteur. Mais choisir entre ces 8 enfants reste un choix compliqué. Bien, le père de famille a parlé, Richard. Alors, il y a 34 enfants à l'OCDE. Donc, alors, je vais répondre en 2 temps. Ce qu'on dit à nos pays, c'est de mener eux-mêmes le diagnostic et de eux-mêmes sélectionner les 4 ou 5 qui sont vraiment ce qu'on dit les worst offenders, les mesures qui sont vraiment complètement en porte-à-faux avec l'objectif climatique et d'agir sur celle-là. Moi, si je devais en retenir 3 dans celle que j'ai présentée là, je dirais en premier la réforme des marchés de l'électricité, parce que ça, le coût de ne pas faire ça est énorme. Mais là-dessus, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà mobilisés sur cette question en se disant qu'on a bien compris que ça n'allait pas marcher si on ne réformait pas la compétition dans le secteur électrique. Le deuxième, ce serait de faire une revue d'ensemble de la fiscalité, des incitations fiscales, parce que ça bouge quand même beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, cette histoire. On laisse de côté l'énergie, on connaît le prix du carbone, etc. Moi, je voudrais qu'on regarde vraiment de manière approfondie les autres. J'entends que le World Business Council, vous connaissez le WBCSD sans doute, appelle ces entreprises à prendre des initiatives volontaires qu'ils peuvent faire dans leur sein. Et moi, je commencerais par dire arrêtez les véhicules de société, donnez des indemnités en forme de salaire et laissez les gens choisir les voitures qu'ils veulent. Vous verrez qu'ils ne prendront pas les mêmes voitures. Voilà. Après, il y a des mesures fiscales qui encouragent à ça. Je pense qu'il faut regarder la fiscalité dans son ensemble, dans la façon dont elle encourage plutôt que décourage les comportements au carbone. Et puis troisièmement, mais je crois que ça va devenir très très important très vite, c'est une mise à plat du reporting des entreprises sur leur vulnérabilité carbone, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui se posent des questions là-dessus. Et il y a des questions de stabilité financière qui peuvent se poser. Je crois que c'est un sujet qui va arriver au devant de la décision politique sur le climat. Et je pense qu'il y a un caractère d'urgence à régler ça. Voilà. Merci. À vous maintenant de prendre la parole, de poser des questions, de vous ériger violemment contre telle ou telle proposition, demander des précisions. Il y en a une question là, puis là, puis là. Hop. Merci de vous présenter et d'être concis. Oui, Gilles Bellec, ministère de l'économie. L'électricité est intéressante parce qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a une grande divergence entre l'Allemagne et la France. Vous venez de dire qu'il y a le problème du nucléaire et du charbon. Il n'y a pas que ça. Je veux dire qu'avec le programme nucléaire français, on a fait de l'électricité pas chère, on a fait nos 50 centrales, on a fait du chauffage électrique un peu subventionné. Donc on vit la France avec de l'électricité pas chère. Et ma question, qui n'a pas trouvé de réponse, ou du moins quelle est votre vue, est-ce que pour vous, l'électricité est un produit de luxe, comme il est en Allemagne, à 300 € le mégawatt alors qu'il est à 120, 140 en France, ou bien est-ce que c'est un levier de la transition énergétique ? Actuellement, l'Allemagne, ils font 22% de la consommation finale et la France 25%, donc l'électrification. Et ensuite, la deuxième question, c'est sur le CCS, qui me paraît un peu, pour l'instant, hors des clous et hors du capital, quoi. Je vais commencer par la deuxième sujet, parce que là-dessus, j'ai à titre personnel, une idée très claire sur ce qu'il faut faire. Il faudrait que la CCS soit... Alors la CCS, l'enjeu en Europe n'est pas majeur, surtout si on vire le charbon pour le remplacer par du nucléaire, c'est pas majeur. Parce que je pense que l'aversion aux tuyaux de CO2 qui passent dans le fond du jardin risque d'être encore plus grande que l'aversion aux barrages en Norvège ou au nucléaire ailleurs. Sur la CCS, mon sentiment, c'est qu'il y a un truc et un seul à faire, c'est considérer la CCS comme un objet de recherche, qu'il y ait un certain nombre de démonstrateurs grandeur nature soient finançables sur crédit européen à 100%, qu'on ne demande pas aux industriels, qu'on ne demande pas à Arcelor d'en payer 80% et puis on leur donnera un petit coup de pouce, je ne sais pas quoi, parce que ça permet de mettre au point la technologie qui est éventuellement exportable. Voilà, et à mon avis, il n'y a que ça à faire en ce qui concerne la CCS en Europe. Je n'y crois pas trop sur le fait que ça va gérer 80% du problème chez nous.
Ailleurs, je pense que c'est un truc qui se discute. En ce qui concerne l'électricité, alors moi je suis ravi que Richard ait dit la réforme du marché de l'électricité, parce que j'avais écrit en 2002 une petite tribune dans, je crois, le Nouvel Économiste, je sais pas quoi, enfin bon, un canard quelconque, dans lequel j'avais expliqué que ce que l'Europe s'apprêtait à faire sur le marché de l'électricité tuerait le nucléaire, bien plus sûrement Greenpeace. Très exactement pour les raisons qui ont été évoquées, c'est que ça créerait de l'incertitude sur les signaux de long terme, et à ce moment, plus l'investissement est long et moins les gens iraient. Alors, ils sont allés dans les renouvelables parce qu'ils ont été backés par l'État, mais le consensus politique ne permet pas de faire ça sur le nucléaire en Europe, et donc les gens n'y vont pas. Voilà. Et à Hinkley Point, ils y vont avec les Chinois, avec de l'argent à 10%, avec etc., un mégawattheure à 100 €, enfin, machin qu'ils vont faire une fois, mais pas 50, quoi. Donc sur l'électricité, il y a un vrai sujet qui n'est pas dans nos propositions, mais qui est effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Et dans les réformes institutionnelles qu'on ne présentera pas, moi il y en a une qui me gratte, qui est de créer en Europe l'exception pour sauvegarde du climat. C'est-à-dire qu'on institue quelque chose qui permet de couper court à toutes les... En gros, à partir du moment où c'est justifié, au nom de la sauvegarde du climat, on oublie toutes les conneries de mise en concurrence, etc. Et on est capable de faire de la politique industrielle qui se tient. La voiture à 2 litres au 100, on a le même problème. C'est bien si on l'a, c'est quand même mieux si on la fabrique en Europe. Si on n'a que des voitures à 2 litres au 100 fabriquées en Argentine et à Taïwan, j'adore les Argentins et les Taïwanais, mais enfin bon, ce serait quand même bien si on pouvait en faire une partie chez nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique intégrée à l'Europe, et il faudrait aussi être capable d'en faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Pour en revenir à l'électricité, donc l'électricité, il y a un vrai sujet marché. Et après, il y a une vraie règle à appliquer qui est le plus bas coût en capital pour remplacer le charbon. Et donc là, il y a un ordre de mérite qui est assez clair. Le prix de l'électricité pour le consommateur final, je m'en fous. Complètement. C'est un non-sujet, sauf pour les énergies intensives. Demandez aux gens dans la salle s'ils savent combien ils payent d'électricité par mois. Il y en a 1 sur 2 qui ne sera pas foutu de le dire. C'est encore pire pour l'eau, soit dit en passant. Les élus locaux, ils ont fait une fixette sur la flotte. Les gens, vous savez combien vous payez d'eau, vous ? Personne ne le sait. C'est bien la preuve que ce n'est pas un truc important. Donc le prix de l'électricité pour le consommateur final, à part pour ce qu'on appelle les précaires énergétiques, et encore ça se discute parce que, alors avec ma casquette Carbone 4, on a regardé le sujet de près, le sentiment de précarité est une fonction du revenu et pas une fonction de la fraction de votre revenu consacrée à un poste de dépense particulier. Dit autrement, les gens qui disent qu'ils sont précaires, ils ne disent que 1 ou 10% de leur revenu soit consacré à leurs dépenses d'énergie. Dès qu'ils gagnent moins de 2/3 du SMIC, ils vous disent qu'ils sont précaires, quel que soit le niveau de leurs dépenses d'énergie. Donc c'est une fonction du revenu, c'est pas une fonction des charges. Donc pour finir là-dessus, alors quand je dis je m'en fous, si on multiplie le prix de l'électricité par 10, on s'en foutra pas beaucoup, mais dans un rapport de 1 à 2, je pense que c'est vraiment un non-sujet. Parce que si une électricité qui ne vaut pas cher à la production est fortement taxée et que les recettes fiscales sont là plutôt que d'être sur le travail, je pense que c'est un arbitrage qui se discute. Je pense que c'est vraiment un arbitrage qui se discute. Donc le vrai sujet pour moi, il n'est pas dans le coût pour le consommateur final, il est dans le niveau d'investissement qui est nécessaire pour produire 1 kWh décarboné. Il est vraiment là, le sujet. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord, mais demandez mon avis. Question, là, puis ensuite là. Oui, pardon, Richard. Juste pour dire complètement d'accord sur la question du CCS, moi je crois que c'est aussi un enjeu de décarbonation du secteur industriel qui est très important. Et donc je viendrai encore plus en soutien là-dessus parce que les ressources publiques qu'on a consacrées à décarboner l'électricité sont énormes. Je vous ai montré les dépenses de R&D qu'on a fait sur le nucléaire, qu'on fait ensuite sur les renouvelables, pour le déploiement, etc. C'est énorme. Et du côté de l'industrie, on leur dit juste, on va vous mettre un prix du carbone, vous trouverez la bonne solution. Mais pour certaines de ces industries, à l'heure actuelle, ça signifie soit la mort, soit on s'exporte. C'est pas vraiment une perspective très encourageante. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de recherche et d'innovation. Par ailleurs, c'est vrai qu'on est complètement à côté en dehors des clous par rapport aux projections de l'AIE sur le CCS nécessaire pour rester à 2 degrés. On n'y est pas du tout et de très très loin. Donc il y a beaucoup à faire. Après, sur l'électricité bien de luxe, moi, je te rejoins assez sur cette question-là. Quand on demande aux gens, est-ce que vous savez combien vous payez par jour pour avoir votre portable chargé ? Posez-vous la question et regardez sur le net après, vous serez très surpris. Je pourrais vous répondre si vous voulez, mais vous payez rien du tout. Enfin, rien, mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on devient tellement efficace qu'à un moment, le prix de l'électricité n'est plus vraiment une question parce qu'on en consomme très peu. Il y a la précarité qui se pose et puis les électro-intensifs, bien entendu.
Il y a aussi même des questions d'arbitrage entre pays, France-Allemagne, avec une électricité qui est beaucoup moins chère relativement pour les producteurs en Allemagne et pour le consommateur plus cher. Donc, c'est les énergies intensives en Allemagne. L'industriel standard, on va dire, bien sûr. paye son électricité au prix du consommateur final. Les intensifs, c'est pas n'importe qui. Non, on est d'accord. Industriellement. Oui. Question là-bas? Non? Là-bas? On part par là. Allez. Oui, bonjour. Guillaume Poulenec du réseau de transport d'électricité. J'avais une première question sur ces histoires d'électricité. Vous en avez pas mal parlé, mais c'était plus dans le détail. Un des problèmes je ne sais pas si c'est un problème, c'est ma question, mais du système énergétique européen, du système électrique européen, c'est que marché de gros et marché de détail sont totalement décorrélés. Donc voilà, est-ce que vous avez un peu plus de précision sur si on laisse courir les prix de l'électricité du marché de détail, est-ce qu'il faut encore plus les charger, est-ce qu'il faut généraliser la CSPE à d'autres énergies, etc. Deuxième question sur les TGV entre métropoles européennes. Pour le cas interne à la France, certes, on voit qu'une ligne de TGV a été construite entre Paris-Rennes avec une branche pour Paris-Nantes, avec un gain en temps de parcours de 7 minutes pour aller à la gare de Nantes. Il y a des discussions sur le Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse, et puis si vous voulez, deux exemples européens, deux exemples de capitales et de métropoles européennes, entre Lyon et Turin, il y a des projets de lignes à grande vitesse à 10 plus 20 milliards. Je voudrais avoir votre avis. Merci. Alors, sur la question prix gros, prix de détail, la vision OCDE, AIE sur ces questions-là, c'est que nous, on aimerait voir un prix de détail qui soit plus corrélé avec le prix de gros. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est grâce aux smart meters et compagnie, mais alors ça, il faut regarder un peu plus dans le détail, un potentiel de réduction de la consommation qui peut être assez important et d'augmentation de l'efficacité énergétique et puis de pénétration de nouvelles technologies au sein des ménages. Donc on aimerait bien qu'il y ait ce signal-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on avait un système qui fonctionnait un peu comme ça en France. Avec, il y avait un tarif à 3 étages, avec un effacement les jours de pointe, etc. On avait tout ça, on trouvait ça très bien. Ça marchait bien. Et maintenant, on est obligé de réinventer ça avec des smart meters et des choses qui vont venir et vous dire que votre frigidaire s'éteint au moment où le prix de l'électricité est trop élevé. Ce qui est absolument pas un problème. D'ailleurs, on peut gérer tout ça. Mais on revient en arrière pour arriver à une solution qui était relativement simple il y a quelques années et je crois qui a été détricotée par la réglementation européenne. Enfin, je suis pas absolument sûr, mais je crois que c'était ça le problème. Mais nous, on appelle plutôt de nos voeux qu'il y ait un signal prix quitte à aider, parce qu'on sait bien que les gens vont pas gérer leur consommation d'électricité avec leur smartphone depuis leur bureau. Enfin, il y a des choses qui se feront soit automatiquement, soit qui se feront pas. Mais je pense qu'on est capable maintenant de faire les choses un petit peu automatiquement, de sorte que le prix soit un vrai signal sur l'investissement, sur la rareté, et que c'est dommage qu'on n'ait pas accès au potentiel qui existe dans les ménages et pas uniquement dans l'industrie électro-intensive. Sur Lyon-Turin, j'ai rien à dire, non mais. Bon. Jean-Marc, sur le Lyon-Turin. Alors je vais d'abord vous livrer une anecdote. Je me rappelle très bien que quand on a commencé à discuter de la question de l'encadrement fiscalo-réglementaire des émissions de gaz à effet de serre, tous les industriels sont venus défiler dans le bureau du ministère de l'Environnement de l'époque en disant « Ne nous mettez surtout pas une taxe, mettez-nous un mécanisme de marché, parce que le marché, ça on connaît, etc. » Et les mêmes, 15 ans après, défilent tous la main en disant « Mettez-nous un prix plancher, c'est-à-dire une taxe. » Bon. Donc on a très exactement perdu 15 ans, parce que les gens ont commencé par dire « Ah, le marché, c'est vachement bien. » Puis un jour, on se rend compte d'un truc qui est une évidence, c'est que le marché ne produit pas de prix prévisibles, parce que si le marché produisait des prix prévisibles, il y a longtemps, je serais devenu milliardaire. Bon. Donc le marché ne produit pas de prix prévisibles, sinon ça se saurait. Donc là, c'est exactement pareil en ce qui concerne le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité est par nature non prévisible quand il est sur un marché. Donc tant qu'on le laisse sur un marché, on peut dire « Ah, on va le rapprocher de ceci », on va le rapprocher de rien du tout. C'est-à-dire, si on veut le rapprocher, on l'encadre. Et donc, à ce moment, ça redevient un système de prix encadré. Personnellement, j'y suis favorable. C'est-à-dire que je pense que, et ça nous rapproche de ce qui a été dit ce matin à propos de, ça va vous paraître un truc curieux, mais enfin, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, si trop de marchés obèrent le fait qu'on puisse vivre dans un monde en paix, on enlève trop de marchés. Pas très grave, on vivra avec. Hein. On a vécu avec pendant un certain temps. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs du système eux-mêmes appellent ça de leur vœu, parce qu'ils sont plus déstabilisés par des prix volatiles que l'idée qui s'en faisait. Donc, donc la meilleure manière de rapprocher les prix, c'est de les rapprocher, c'est-à-dire de les décider.
à l'avance. Bon. Et à partir du moment où on les décide à l'avance, soit dit en passant, on peut les décider en accord avec le niveau de l'investissement. Et c'est exactement ce que font les Anglais avec leur Contract for Difference. Alors, ça reste un mécanisme de marché qui fait que le WACC, il est quand même très au-delà de ce qu'il devrait être, parce que dans un monde où les taux longs sont à 0, qu'on garde encore des WACC à 10%, c'est juste du grand n'importe quoi. Il devrait être entre 2 et 4. Hein. Moi, comme épargnant, si vous me prenez mon pognon et que vous allez le mettre dans un truc où les rendements sont garantis entre 2 et 4% sur 35 ans, je signe des 2 pieds, des 2 mains, et du reste, demain matin. Enfin, bon. Donc, ils auraient pu, si effectivement c'était un truc qui était 100% baqué par le consensus, la puissance publique et les prix prévisibles, etc., le coût du capital serait considérablement plus bas. Voilà, donc sur le marché de l'électricité, moi je suis partisan, même si c'est un gros mot, de revenir à quelque chose qui ressemble à une régulation beaucoup plus forte à l'aval. Après qu'on dise j'ai une centrale à gérer, qui en veut, et qu'il y ait un oligopole avec 2 ou 3 personnes qui soient capables de le gérer, comme Suez et Veolia l'ont fait dans l'environnement, en se battant et en se refilant la centrale tous les 10 ans, en gueulant contre le concurrent qui bon, on peut discuter. Mais il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. En ce qui concerne le Lyon-Turin, alors je vais répondre avec une réponse de jésuite, là aussi pour faire le lien avec l'exposé de ce matin. Je pense que si aujourd'hui on regardait le coût de reconstruction à neuf d'Eurotunnel, on ne ferait pas Eurotunnel, je pense. Est-ce qu'on a eu raison de faire Eurotunnel ? Je pense. C'est-à-dire que ça a eu effectivement des effets, de déplacement de l'avion et on va dire, d'échange entre la Grande-Bretagne et la France, qui ne sont pas anecdotiques, qui sont extrêmement... Alors, sur le Lyon-Turin, je vais finir par répondre là. Là où on est plat et vers le nord, avec Stuttgart, Düsseldorf, Karlsruhe, Amsterdam, je sais pas quoi, tout ça, faut mailler, quoi. Je veux dire, faut pas hésiter une seconde. En ce qui concerne là où vous devez passer à travers un massif montagneux, c'est le joker. C'est-à-dire, celle-là en particulier, je ne sais pas. Il faut aller regarder de beaucoup plus près. Par contre, ce que je sais, c'est que toute la partie qui est la grande diagonale dense, là, qui va des Pays-Bas jusqu'au nord de l'Italie, là, il y a quand même énormément de choses à faire, à mon avis, dans l'esprit de ce qu'on a présenté, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse continuer à se balader d'une capitale à l'autre sans pétrole pour le moment où il n'y en aura plus, et bien avant ça, le moment où il doit y en avoir de moins en moins. Autre question ? Où est le micro ? Juste, je vais finir pendant que le micro passe. Oui. On a fait, au titre de Carbone 4, une étude sur les externalités positives du Thalys. Donc on a regardé quelle était la valeur du pétrole évité, enfin du pétrole non importé, du CO2 évité, etc. Rien que sur le pétrole non importé et le CO2 évité, alors c'était du pétrole à $100, hein, on arrive à 50 millions par an. Le coût de l'infra est de quelques milliards. Donc si vous savez qu'une infra de ce type vit un siècle, rien que sur les externalités positives liées à la non-utilisation de combustibles fossiles, vous remboursez le coût de l'infra peu ou prou avec un coût du capital très bas. Donc c'est pas complètement déconnant. On est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas complètement déconnants. Oui. Donc le micro ayant circulé, est-ce qu'il est ? Ici, à votre gauche. Bonjour, Christophe Corbel, consultant énergie-climat chez Ernst & Young. J'avais une question sur, donc d'une part, l'aspect, il faut que le fait que le coût à l'investissement, donc le coût au démarrage, plus il est petit, plus c'est facile, donc c'est un critère assez déterminant, d'une part. Et puis, d'autre part, moi, ça m'est pas mal aidé de raisonner en termes d'effet cliqué. C'est-à-dire, pour combien de temps on s'engage si on prend une mauvaise décision. On achète une mauvaise voiture, c'est 5 ans à l'échelle d'un consommateur. On construit une mauvaise usine, c'est 10, 20 ans. Et une centrale, 30, 50 ans. Et donc, est-ce qu'il y a une corrélation ? A priori, oui, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre cet effet cliqué et le fait que le coût au capital à l'investissement doit être le plus bas possible ? Est-ce que vous pouvez la qualifier, en dire un peu plus sur cette corrélation ? Merci. Jean-Marc ? Sur l'effet de lock-in lié aux investissements. Sauf erreur de ma part. Alors, effectivement, il y a un article, je pourrais te l'envoyer du reste, un article scientifique qui a regardé quel était l'effet de lock-in lié à la taille du parc existant pour chacun des parcs de machines utilisant des combustibles fossiles qu'on a aujourd'hui. Donc les voitures, les centrales à charbon, les machins, etc. L'essentiel de l'effet de lock-in, il est sur le parc électrique, de loin. Le fait que le coût en capital joue dans cette histoire, c'est parce que souvent, les gros investissements aujourd'hui sont faits par des gens qui, peu ou prou, dépendent d'un acteur financier.
Les grandes infrastructures, c'est rare qu'on les réalise sans qu'il y ait des investisseurs dans les infrastructures. Moi, je connais des fonds dont le métier est d'investir dans les infrastructures. Quand on fait une centrale électrique, souvent, il y a des notions... Alors, c'est pas vrai dans tous les pays, mais en tout cas, dans les pays occidentaux et ô combien aux États-Unis, il y a des acteurs financiers qui sont derrière. Et ces gens-là, ils vont raisonner avec quelque chose qui n'est pas... qui est l'exact inverse de ce que moi, je pense utile. C'est avec le rendement maximum du capital. Et le rendement maximum du capital, ils l'ont quand le capital appelé pour rendre un service au début est minimum pour un coût de service donné. Mais tant qu'on ne met pas l'externalité carbone dans cette affaire, le capital minimum pour produire 1 kWh, il n'est pas du tout dans le nucléaire, il est dans le gaz. Donc ces gens-là qui veulent porter la dette la plus petite possible quand ils font quelque chose, ils vont aller dans les trucs qui ne minimisent pas le CAPEX pour baisser une tonne de CO2, ils minimisent le CAPEX pour rendre un service donné. Et ça conduit évidemment pas du tout au même résultat. Donc dans l'électricité, ça conduit à un ordre de mérite, ce qui est d'abord je fais du gaz, ensuite je fais du charbon. Voilà. Dans le domaine, voilà, donc dans un certain nombre de domaines industriels, c'est comme ça que ça marche. Il y a également un autre truc qu'il faut savoir, et ça je l'ai vécu avec ma casquette de consultant, c'est que quand une entreprise industrielle, sur son cœur de métier, pense avoir des rendements sur capitaux investis qui sont d'un certain niveau, si elle investit de l'argent en plus pour économiser de l'énergie, en général, le rendement de ces capitaux additionnels, c'est inférieur aux capitaux employés dans le cœur de métier. Donc quand elle arbitre entre s'étendre et devenir plus efficace, elle va toujours arbitrer en faveur de l'extension, en première approximation. Et pour qu'il en soit autrement, il faut que la rentabilité interne de son cœur de métier, par des contraintes sur les émissions, devienne inférieure à la rentabilité interne sur les économies d'énergie. À ce moment, elle déplace ses investissements. Voilà, mais donc pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y a un lien entre l'effet de lock-in et l'intensité capitalistique, la réponse est oui, mais dans le mauvais sens. L'effet de lock-in est dû au fait que les combustibles fossiles en général permettent d'avoir l'investissement capitalistique minimum pour rendre un service donné. Et parce que c'est de la physique, parce que l'énergie fossile est dense. Oui. Geneviève ? Oui, Geneviève Ferron, vice-présidente du SHIFT. Je voulais juste attirer la question sur les investisseurs socialement responsables, notamment sur les fonds de pension publics. Et je me demandais si, Jean-Marc, il n'y a pas une nouvelle proposition à introduire, alors sans être à 25 ou à 26, parce que quand on regarde les fonds de pension publics, notamment dans le monde anglo-saxon, ils sont en quelque sorte tenus par une responsabilité fiduciaire. Et ce mot a été évoqué par Richard Baron. Et la responsabilité fiduciaire, elle contraint les administrateurs, qui sont des tiers de confiance, à investir selon des règles de prudent man, enfin de bon père de famille. Et ce que j'observe, c'est que ces règles de bon père de famille, elles vont peut-être servir de cheval de Troie, en quelque sorte, à une économie bas carbone. Parce qu'il est fort probable qu'il y ait des procès qui soient intentés par les bénéficiaires de ces fonds de pension à l'endroit de ces trustees, en leur disant « vous avez minimisé, vous le saviez, en gros vous le savez, vous n'avez rien dit ». Mais on va être dans une période un petit peu grise où les procès risquent peut-être d'être dans les deux sens, c'est-à-dire en gros vous avez été trop prudent, vous avez désinvesti et vous avez décarboné les portefeuilles d'investissement, ou vous n'avez pas été assez prudent et vous avez maintenu les actifs fossiles, les actifs carbone trop longtemps. Et je suis certaine qu'on va voir apparaître une certaine forme de jurisprudence sur ces sujets. Et je pense que les acteurs qui vont probablement bouger le plus rapidement possible sur ces sujets vont être les fonds de pension publics, notamment les fonds de pension publics américains. Et déjà, quand on observe ce que fait CalPERS et comment CalPERS se positionne par rapport au mouvement Disinvest Invest et aux assemblées générales qu'il y a eu Shell ou Exxon, on a l'impression qu'on est en train de rejouer le match qu'il y a eu après le naufrage de l'Exxon Valdez en 1989 avec la création du CRS et la coalition des investisseurs responsables. Donc je crois qu'il y a un cheval de Troie à utiliser qui est probablement celui-là, sauf qu'en France, on n'a pas de fonds de pension. Donc la proposition Jean-Marc et Michel, c'est créons enfin des fonds de pension à la française pour soutenir une économie bas carbone. Voilà, si tu vois. Si je t'avais vu ce matin, je te l'aurais transmis. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque ou rien voilà, ça m'intéresse d'avoir peut-être votre retour, y compris celui de Jean-Marc. L'autre. Richard. Alors, ça évoque beaucoup de choses parce qu'à l'OCDE, il y a un remue-ménage assez intense autour de ces questions-là, et pas uniquement à la direction de l'environnement, parce qu'on se demande en particulier est-ce qu'il ne faut pas revoir la définition du devoir fiduciaire.
et dans quelle mesure les enjeux de long terme qui sont posés par les impacts climatiques et les impacts de politique climatique ne doivent pas être intégrés de manière beaucoup plus directe dans la façon dont ces fonds sont gérés. En particulier, ça rejoint la question que je posais tout à l'heure sur le reporting des entreprises et sur le fait qu'avec les reportings qu'on a maintenant, on n'est pas capable de dire quoi que ce soit de vraiment pertinent sur la question. Donc moi, je ne crois pas que ce soit un cheval de Troie, je crois que ça va être même assez frontal comme opposition. Et il y a pas mal de réflexions dans ce domaine-là. Ce que je voulais dire, c'est que vous connaissez sans doute ces chiffres, mais il y a un an exactement, les actifs qui étaient en propriété de gens qui sont engagés dans les investissements sont montés à 50 milliards de dollars. Donc c'est pas 50 milliards de dollars qui allaient être désinvestis des combustibles fossiles, mais c'était le montant général. Aujourd'hui, c'est 2,6 000 milliards de dollars, un an après. Donc, alors aussi parce qu'il y a AXA, parce qu'il y a le fonds souverain de la Norvège, etc., qui sont rentrés dans le jeu, mais ça commence à faire des sommes relativement importantes. Et il y a certains fonds de pension qui ont déjà commencé à faire ça, hein. En Suède, je crois au Danemark aussi. Voilà, donc la question à se poser, c'est savoir pourquoi eux ils le font et sous quelle direction, enfin sous quelle ligne directrice. À quels enjeux ils répondent eux que ne voient pas les autres qui continuent d'investir dans les combustibles fossiles. Il y a juste un sujet qui est intéressant du point de vue de la responsabilité fiduciaire, c'est qu'on demande à des administrateurs en connaissance de cause de la science, l'avancement de la science, de se prononcer sur oui ou non la réalité du changement climatique, la détention d'actifs fossiles. Mais comment on peut demander à des administrateurs d'être plus rationnels que l'État lui-même, qui, par des politiques de subvention, l'est complètement. Donc on a quelque chose qui est complètement à front renversé. Et c'est assez drôle que des trustees qui sont a priori agnostiques, on nous demande d'être agnostiques sur le climat et sur le fossile, puissent être probablement plus raisonnables que les gouvernements qui président à nos destinées. Enfin voilà, et j'arrête là-dessus. Pour continuer même là-dessus, il y a la question de la responsabilité qui ne se pose pas de la même manière pour les politiques et pour les gérants de fonds. Et je pense que c'est l'une des manières de répondre. Moi, j'étais frappé de voir, pour répondre à ta question, de rencontrer la semaine dernière Pascal Blanquet, qui est le Chief Investment Officer de Amundi, donc premier gérant de fonds européen, et qui parle d'une prise de conscience. Et j'ai l'impression qu'il n'aurait pas dit du tout ça il y a ne serait-ce qu'un an. Donc clairement, on est un mouvement de bascule, je crois, qui est tout à fait important. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'on est en train de vivre en ce moment, on en parlait Madame Mini, je ne sais plus qui là, ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde financier, et en particulier le discours de Carnet, qui a eu lieu il y a... Elle me pose des questions, elle bavarde après. Il y a eu... le discours de Carnet qui a eu lieu il y a un mois maintenant, hein, pour moi est un tipping point. Je pense qu'il va y avoir, c'est comme Stern quand il s'est invité dans la macroéconomie, je pense qu'il va y avoir un avant et un après le discours de Carnet. En tout cas, tous les gens qui sont un peu familiers du monde financier, j'espère que Michel ne va pas contredire, considèrent qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose qui bascule. Et comme tu es bien placé pour savoir que le monde financier est un monde de moutons, quand le troupeau commence à changer, enfin, tout le troupeau change, quoi. Donc il n'est pas exclu que tu puisses vivre la blague que j'ai souvent faite à propos du shift, qui est la vocation du shift est de s'autodissoudre. Ça veut dire que le problème auquel on s'attaque est résolu, pour aller faire autre chose. Eh bien, je pense que l'ISR sera peut-être sur la partie carbone, le reste j'en sais rien, dans pas très longtemps, amené à s'autodissoudre parce que l'investissement mainstream devra s'en occuper, faute de quoi les gens se retrouveront à la barre du tribunal, en tôle, ruinés. Non mais exactement. Et je trouve qu'en ce moment, on est en train de vivre un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants de ce point de vue. Alors le premier, c'est le scandale Volkswagen. Moi, j'adore le scandale Volkswagen. C'est la première fois qu'un constructeur va perdre 30 ou 40 ou 50 milliards de dollars pour avoir raconté des carabistouilles sur un critère environnemental. Pour que ça arrive. C'est génial. Je veux dire, ça va lui coûter la peau de ce que tu veux pour avoir raconté des carabistouilles sur un truc qui, il y a 10 ans, aurait paru totalement anecdotique à tout le monde. Donc, j'en fous. La deuxième chose, c'est effectivement le discours de Carnet et le fait qu'on commence à voir l'idée de climate stress test monter un peu partout. Et l'aujour, le gérant, ce qu'il n'aime pas, c'est le risque. Du reste, il cherche toujours à faire un optimum entre le rendement et le risque. Sur les fonds de pension à la française, on a un machin qui s'appelle l'assurance vie, qu'on pourrait très bien, on adore la réglementation dans ce pays, donc on pourrait très bien en encadrer une partie
Moi, j'ai essayé plusieurs fois de discuter avec CNP. Là, pour le moment, on n'y arrive pas, mais je pense qu'on serait tout à fait fondé à flécher une partie de l'assurance vie des Français, exactement comme on a fléché le livret A vers le logement social. Bon coup d'investissement de la décarbonation sont des investissements longs et où, si l'État met en place les bonnes règles du jeu, on a des rendements garantis entre 1 et 2% sur temps long. Je veux dire, je ne vois pas moralement, je pense que ça se justifie tout à fait. Michel rigole parce que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis un moment. Donc l'idée qu'on aille vers ce genre de système, moi j'y suis évidemment extrêmement favorable et je vais finir par la boutade qui est l'ISR. Sur le parti carbone, il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse parce qu'il n'y aura plus de justification à ce qu'on fasse du greenwashing sur 2% de l'argent investi parce qu'on sera sérieux sur 100%, enfin, ou presque. Bon. J'espère être encore vivant ce jour. Invitation au restaurant pour ceux qui n'auraient pas entendu, le jour où ça se produit, de Jean-Marc par Geneviève. Michel, l'homme qui a traduit le discours de Marc Carnet en français. Oui, il est disponible sur le site du Shift, je pense, maintenant. Juste 3 questions rapides. D'abord pour Richard, le tueur de politique. Là. Première question, est-ce qu'il y a eu un débat entre les pays, ou est-ce que vous avez demandé les taux d'actualisation utilisés pour les politiques publiques des différents pays? Est-ce qu'on a vu des disparités? Est-ce que les gens se posent des questions pour faire évoluer ce taux d'actualisation qui donne lieu à des débats récurrents tous les 5 à 10 ans en France? Et j'imagine que tous les pays se posent des questions pour justifier leur grand projet d'infrastructure. J'ai une question pour Jean-Marc, le journaliste, l'espèce en voie de disparition. Donc Jean-Marc, est-ce que tu penses que le programme tel qu'on te le propose, notamment sur le volet des particuliers et du logement qui est contraignant, donc Jean-Marc l'a passé un peu vite là-dessus, mais c'est un sujet qui est très touchy, est-ce que tu penses que c'est audible en 2016-2017 de dire ça? Et est-ce qu'un homme politique peut reprendre à lui ce discours-là qui est un peu dur? Et puis j'ai une troisième question pour l'inspirateur de l'encyclique. Donc Jean-Marc, est-ce que tu penses que quand on annonce que les voitures vont consommer 2 litres au 100, mais ça rime, Jean Covici le date aussi, ça marche pas avec Vittori. Vittori, tu marches pas. Est-ce que tu penses, Jean-Marc, qu'une voiture à 2 litres au 100, vu qu'on a un effet rebond que tu connais bien, hein, qui sera massif à mon avis sur le transport, parce qu'il est très bien identifié, documenté partout, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas me dire, on mettra un prix carbone à côté, mais donc si tu mets un prix carbone à côté, ça devient politiquement très difficile à vendre. Qu'est-ce que tu fais pour vendre ça et faire croire? Est-ce que tu veux faire croire que juste ça va marcher, on sera à 2 litres au 100 puis on aura le gain du facteur 3, ou est-ce que tu penses qu'il faut l'emballer autrement pour que ça soit raisonnable? Parce que, et je te parle sur la voiture, mais tu travailles sur le logement, c'est exactement la même chose. Tu auras un effet rebond massif aussi sur le logement. Comment tu traites ça politiquement pour qu'on arrive à le vendre à nos grands décideurs? Donc, Richard, d'abord sur le taux d'actualisation. Alors la réponse est non. Par contre, je voulais en profiter pour dire qu'on rapporte dans C'est-à-dire que les autres... Non, il n'y a pas eu de débat sur le taux d'actualisation. Mais dans les autres pays, le débat sur le taux d'actualisation... En France, on a effectivement un débat qui revient de manière assez récurrente et assez rigoureuse sur le taux d'actualisation de l'investissement public. Est-ce qu'il y a la même chose Je ne sais pas. Je vais poser la question, mais je ne sais pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aux pays quelle était la valeur notionnelle du carbone qu'ils utilisaient pour leur choix d'investissement public, qui n'est pas une taxe au carbone, et on donne les échelles qui existent d'un pays à l'autre au sein des pays de l'OCDE. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. C'est qu'il y a des prix du carbone qui sont utilisés pour les choix publics. Pas dans tous les pays, mais qu'il y en a. La mauvaise, c'est qu'ils sont effectivement très différents d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, alors ça rejoint un peu la question du taux d'actualisation, mais c'est le complément, si tu veux. Donc, je t'invite à regarder dans le rapport, il y a quelques trucs là-dessus. Mais je poserai la question à mes collègues au département économie sur l'actualisation. Alors sur la faisabilité de la mesure logement, d'abord un avis très personnel. Moi j'ai une résidence secondaire que je n'utilise pratiquement que de mars à octobre, et cette année début novembre, pour les raisons climatiques que vous connaissez. Quand je vais la revendre, si elle est revendue à quelqu'un qui a exactement le même usage, il y a un vrai problème. Parce que si on impose sur cette maison des mesures de mise en conformité thermique, ça va être des montants totalement hallucinants et totalement injustifiés.
Donc on a là un vrai problème. Je rappelle qu'il y a un parc de résidences secondaires en France qui est plus de 2 millions. Enfin, on n'est pas dans de l'anecdotique. Hein. C'est hors proposition, les résidences secondaires. Oui, mais tu sais que constitutionnellement, ça a du mal à passer. Hein. Il y a eu des exemples sur lesquels on n'a pas le droit de faire le tri entre la résidence secondaire et la résidence principale, sachant que la résidence secondaire peut devenir principale et vice-versa. Donc on a des vraies questions qui ne sont pas que des questions anecdotiques. Au-delà de cette réponse très personnelle, je pense qu'il y a un problème de bornage de la dépense, quoi. C'est-à-dire que proportionnellement au prix du bien. Si on a un truc qui n'est pas borné, on risque d'avoir une mesure qui sera premièrement très difficile à faire accepter politiquement, et deuxièmement qui risque d'avoir des effets de répartition assez injustes. Je le pressens, je ne peux pas l'affirmer avec des chiffres, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose à évaluer de manière un petit peu plus précise là-dessus, peut-être avant de lancer l'idée dans le grand débat. Pour répondre directement sur cette remarque, moi, je suis tout à fait d'accord. Alors en fait, c'est pour rentrer un tout petit peu dans le détail, notre proposition, c'est en gros de se greffer sur la durée de vie des constituants du bâtiment qui changent de temps en temps, pour qu'au moment où on les change, c'est pour ça qu'on laisse 35 ans pour la mise en conformité, on embarque la performance dans le renouvellement. Parce que les fenêtres, par exemple, tous les 10, 20 ou 30 ans, ça va être changé. Au moment où on les change, on met des trucs qui sont corrects. L'isolation par l'extérieur, quand un bâtiment n'est pas un boulevard, un bâtiment haussmannien, c'est là qu'habitent tous les décideurs. Je sais que c'est ça qu'on va me répondre, je t'arrête tout de suite. Mais dès qu'on a un bâtiment qu'on ravale, par exemple, le coût marginal de mettre de l'isolant en plus du ravalement est un coût qui n'est pas très élevé. Donc en fait, c'est ça le cœur, j'allais dire, économique de la mesure. Il est là. C'est justement pour ça qu'on est sur un pas de temps un peu long et on n'est pas prescriptif dans l'ordre dans lequel on fait les choses. On peut faire d'abord le toit ou finir par le toit, etc. Par contre, on embarque la performance à chaque fois qu'on touche à quelque chose. Et avec ce genre, et on a fait quelques simulations un peu macroscopiques qui montrent qu'en embarquant la performance dans des trucs que les gens font par ailleurs, le surplus de CAPEX appelé pour rénover les bâtiments est très raisonnable. On est de l'ordre de 10 ou 20% du montant des travaux déjà faits en plus. Et on est à peu près en face des trous avec l'économie macroscopique pour le pays, à ceci près que c'est pas toujours les mêmes qui payent et les mêmes qui reçoivent, mais globalement on s'y retrouve à peu près. Juste un rajout sur cette question, c'est qu'il y a un système aux États-Unis qui s'appelle PACE, je crois, dans lequel il y a une partie de la taxe à la propriété qui est affectée à un fonds justement pour la rénovation de cette maison, de sorte que quand elle est vendue, il y a toujours ce fonds qui est disponible. On a cette proposition pour les copropriétés. C'est-à-dire les copropriétés, on propose de faire des fonds d'épargne avec des appels de fonds ex-ante dans lequel l'argent est placé, et puis comme ça, le jour où le gros ravalement etc. est fait, les gens ne se retrouvent pas à payer 50 ou 100 000 euros par appartement. Voilà. Donc on a réfléchi à ce genre de mesures. La résidence secondaire, je ne connaissais pas le problème constitutionnel, parce que nous, on avait envie de les laisser leur foutre la paix pour le moment, justement parce que la réhabilitation thermique n'est pas rentable compte tenu du taux d'occupation. Voilà. Et sur l'emballage de la voiture sur l'emballage de la voiture à 2 litres au 100, là, ce qu'on a présenté, c'est l'objectif sectoriel. Il y a un volet industriel, il faut les faire, et il y a un volet économico-réglemento-fiscal qui est il faut les vendre. Et il faut les vendre à l'exclusion d'autres choses. Et par ailleurs, il faut être sûr que les gens ne vont pas passer de 10 000 km par an à 50 000. Alors, il y a un facteur temps qui fait que si tu n'es pas VRP en brosse à dents, tu ne feras pas 50 000 km par an de toute façon. Parce que tu n'as matériellement pas le temps de faire 50 000 km par an. Après, sur la partie limiter l'effet rebond, c'est évident que ce genre de truc doit être concomitant. Alors, il y a deux options. Il y a je monte le prix du carburant, mais ça veut dire que les industriels, ils ne vont pas me faire un Dirac avec 30 millions de voitures une année, puis il n'y a rien avant, rien après. Donc, comme il va y avoir une pénétration progressive du marché, si je monte très vite le prix des carburants, ça pénalise ceux qui n'ont pas encore eu les moyens de renouveler leur voiture. Donc ils vont gueuler. Et il serait beaucoup mieux, à mon avis, de mettre une taxe à la détention du véhicule qui monte progressivement dans le temps, de telle sorte que le marché fait tout seul le tri, et ceux qui souhaitent résister jusqu'au bout pour conserver un truc qui roule beaucoup et qui consomme énormément, a priori, c'est les fameux 20% de véhicules de société. Non, je plaisante. En plus, ça sera sûrement cela. Donc, il y a un avantage supplémentaire qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand ils se font flasher, ils peuvent toujours dire que c'est pas eux qui étaient au volant. Donc, comme ça, ils payent pas les amendes. Ça, c'est faux. Moi, j'en paye pour le véhicule de société de ma femme. Mais... Oui, mais parce que parce que il y a qu'une seule personne dans la société. Non,
ils sont 1000. Ah bon, c'est qu'elle est trop honnête. Mais moi, je connais un certain nombre de gens qui tiennent très exactement ce raisonnement. Donc voilà. Donc c'est clair que la mesure, elle doit s'accompagner d'un environnement économico-fiscal. Et le dernier truc que tu peux faire, c'est que tu peux anticiper une partie de l'effet rebond. C'est-à-dire, tu te dis, si les gens, en achetant une voiture qui consomme moins, vont augmenter, ils ne le feront pas d'un facteur 4, encore une fois, pour des raisons de temps, mais ils augmentent de 30% le kilométrage parce que le véhicule consomme considérablement moins, eh bien, au lieu d'obliger à ce que le parc soit à 2 litres, j'oblige à ce que le parc soit à 1,7. Non, mais voilà. Donc, il y a plusieurs, et on peut panacher un peu tout ça. Avec deux remarques là-dessus. Premièrement, on a une forte élasticité du nombre de kilomètres parcourus au prix du carburant. Donc clairement, il y a le risque d'effet rebond existe. Et deuxièmement, sur toutes ces mesures, il y a des effets redistributifs qui sont extrêmement forts et je crois qu'il faut vraiment les avoir en tête. Oui, on est bien d'accord. Souvent, du reste, c'est le premier élément que regarde le politique qui regarde une mesure. Bien sûr, on trouve toujours le pauvre qui est au volant d'une voiture qui a 15 ans et qui n'a pas les moyens de la changer, qui va être matraqué par les mesures que tu proposes. Ça, c'est évident. Exactement. Donc les mesures redistributives. Alors, en France, on aime bien deux choses. On aime bien les trucs qui s'appliquent à tout le monde, mais qui soient sur mesure pour chaque cas particulier. On adore ça en France. On aime bien. Donc donc la mesure redistributive absolument parfaite. Souvent, elle n'existe pas. Ce qu'il va falloir essayer de maximiser ou de minimiser plus exactement, c'est le nombre de gens qui vraiment sont laissés pour compte dans le cas avant et dans le cas après. Mais on va pour partie en déplacer quelques-uns, c'est évident. J'ai une vision un peu différente. Je pense qu'on mettrait souvent en avant le pauvre pour préserver derrière les intérêts infiniment plus grands des riches. Autre question ? Oui. Arthur Keller, scénariste / conférencier. J'ai une petite remarque très rapide au sujet de ce qu'on peut faire ou pas avec un véhicule d'entreprise. Si on peut dire c'est pas moi qui étais au volant, ça dépend si c'est un véhicule de service ou de fonction. Véhicule de fonction, on peut le ramener chez soi s'il appartient à une personne. Véhicule de service, on doit le laisser le soir quand on rentre chez soi à l'entreprise et n'importe qui peut l'utiliser. Donc voilà. Bon, bref. Non, ma question c'était un peu une extension de cette histoire d'effet rebond sur la voiture à 2 litres au 100. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'économie de la fonctionnalité qui est applicable à plein de choses, mais par exemple, qui pourrait être tout à fait complémentaire de cette voiture à 2 litres au 100 comme quelque chose qu'on pourrait proposer aux constructeurs. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, éventuellement, grosso modo, ça consiste à dire chaque personne dispose d'une voiture individuelle, sauf qu'elle ne l'a pas achetée, elle est un peu en leasing ou comment dire, elle est louée, si vous voulez, et il la paye au kilomètre. Cette voiture, le constructeur s'engage à la réparer quand elle est cassée et s'engage également à la remplacer quand elle arrive en bout de course par une autre voiture neuve. Donc cette chose-là, a priori, si j'ai bien compris, sur le plan économique, ça fonctionne très bien. On sort toujours les mêmes exemples, mais Michelin a fait ça. Michelin a arrêté de vendre des pneus. Aujourd'hui, Michelin, ils vendent du kilomètre. Et ils remplacent les pneus quand ils sont usés. Apparemment, c'est vraiment un modèle économique de rupture pour un certain nombre de sociétés qui arrivent vraiment à se repositionner là-dessus et à survivre plutôt que de s'éteindre. Je termine. Donc sur la voiture à 2 litres au 100, en l'occurrence, qu'est-ce que vous en pensez ? L'idée qui est derrière l'économie de la fonctionnalité, c'est que également ça coupe court à toutes les tentatives d'obsolescence programmée de la part des constructeurs, puisqu'ils ont intérêt à ce que leurs véhicules vivent le plus longtemps possible, et non le contraire. Voilà. Je vais commencer par une blague. L'économie de fonctionnalité est déjà une réalité aujourd'hui dans le bus, le train et l'avion. Si les gens devaient acheter leurs avions ou acheter leurs trains ou acheter leur bus avant de prendre le bus, etc., il y aurait considérablement moins de gens qui l'utiliseraient et la consommation d'énergie de ces moyens de transport serait considérablement inférieure. Donc l'idée qu'en passant à l'économie de fonctionnalité, on va diminuer la consommation énergétique globale associée à une consommation, à un usage, là je viens de donner 3 contre-exemples, donc il n'y a pas de lien entre voilà, et ma conclusion c'est qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'on soit en économie de fonctionnalité ou pas et la consommation. Il y a un lien entre le prix réel ou implicite à cause d'une réglementation du service et l'usage, ça c'est absolument certain. Donc moins c'est accessible, moins les gens s'en servent, plus c'est accessible, plus les gens s'en servent, dans certaines limites, encore une fois, 24 heures par jour, etc.
Le fait que le bien soit loué ou possédé, moi j'ai regardé un certain nombre de trucs, j'ai jamais vu que ça soit une ligne de partage des eaux qui permette de dresser un diagnostic. On peut quand même se demander, quand on voit le type de véhicules qui font les trajets domicile-travail et qui font les trajets domicile-lieu de vacances avec la famille et tout ça, si effectivement il n'y a pas un modèle à développer dans lequel, quand on vend de la mobilité périurbaine pour une partie de l'année, on utilise tel type de véhicule. Moi, je me souviens avoir vu une pub Peugeot comme ça, mais je me demande ce qu'il est advenu de cette proposition dans laquelle on allait du vélo à la petite voiture, à l'utilitaire quand on avait besoin de déménager, à je ne sais pas quoi d'autre pour le week-end, et qui était une proposition de mobilité, qui n'était pas une proposition d'achat de voiture. Donc je pense qu'il y a effectivement probablement un business model de rupture là. Alors après, qu'est-ce qu'il va falloir créer comme véhicule pour satisfaire tous ces besoins? Quel type de parc, etc. Ça, je ne sais pas, mais ça me semble être plutôt malin parce qu'en effet, on utilise beaucoup trop de grosses voitures pour faire des déplacements qui n'ont pas besoin ni de ce niveau de sécurité, ni de... Voilà. Mais après, malheureusement, après, il y a un effet disponibilité du parc. C'est-à-dire que tant que les gens vont tous au bureau à la même heure le matin et qu'ils partent tous en vacances au même moment, c'est compliqué qu'ils s'échangent les voitures pour que celles que les uns n'utilisent pas servent aux autres au même moment. Donc ça va plus loin qu'un simple objet technique. Est-ce qu'il y a... On va prendre 2 dernières questions très vite, parce qu'il est 16h26 et qu'il y a des trains qui partent pas à Turin, mais qui vont partir tout de même bientôt. Bonjour, Camille Larade, Bouygues Énergie et Services et de l'association des shifters associés au Shift Project. Je voulais vous poser la question sur la proposition de réduction par 2, je pense, du lait et de la viande de bœuf. Je vais vous dire que c'est une proposition qui a l'air assez difficile au final parce que ça concerne une contrainte par jour et par personne, c'est-à-dire je ne mange pas de bœuf le midi et je ne mange pas de fromage. Et une des solutions, ce serait que les agro-industriels fassent de l'éducation ou de la publicité pour essayer de basculer sur un modèle de vente de bœuf sur je ne sais pas quoi d'autre et de lait. Je voulais savoir si vous aviez vu des envies de la part des agro-industriels de basculer sur ce monde-là et des gens qui se disent on va réussir à trouver je sais pas, un autre modèle économique que de vendre de la viande et du bœuf, mais un truc plus cher et mieux, ou bonne qualité, ou je sais pas. Ou alors si vous voyez rien du tout. On va prendre tout de suite la dernière question aussi. C'est là, pardon. Oui. Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors dans un premier temps, ça va vous paraître anecdotique, mais en fait, la question du vélo est vraiment transverse. Même si, en effet, si on regarde juste le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre au transport, donc 30% en France, 20% en Europe, 15% dans le monde, etc., il y a un effet induit sur la façon de vivre quand on se déplace à bicyclette. Premièrement, il y a la possibilité d'utiliser le transport en commun parce que on n'est pas obligé d'aller d'un point A à un point B avec un seul moyen de transport que serait le vélo. Actuellement, le seul véhicule qui permet d'aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B, que ce soit 500 mètres ou 500 km, c'est la voiture individuelle thermique. Alors que le vélo permet justement indirectement de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rabattant sur le transport en commun, même si la principale externalité positive du vélo, ce n'est pas le CO2, c'est le gain en termes de santé publique, qui est un autre sujet, mais bon, faut voir les choses dans leur transversalité. Et justement, là-dessus, la question du véhicule, je ne veux pas dire la voiture, du véhicule qui descend, qui va consommer au maximum 2 litres au 100, il y a une catégorie totalement intermédiaire entre le vélo ou le vélo assistance électrique et la voiture qu'on connaît, qui est actuellement une voiture d'aujourd'hui consomme plus qu'une 2 chevaux parce que pour des raisons de sécurité, etc., on a alourdi le véhicule. On a 1,2 personnes par voiture, des voitures qui font plus d'1 tonne. Et donc, je voudrais avoir vos pistes pour passer au moins de 2 litres. Mais je pense que le développement du vélo n'est pas négligé. Alors qu'on peut se dire, bah oui, ça ne remplace que des courts déplacements, et donc c'est pas les déplacements où il y a le plus de tonnes de CO2. Mais en fait, que ce soit en termes après de ce qu'on achète, on achète des choses plus locales, etc. Enfin, je suis un peu long, mais en tout cas, il y a un aspect transverse et je suis intéressé par voir comment est-ce que vous le percevez. Merci. Jean-Marc, donc le vélo, la voiture à 2 litres à nouveau et le bœuf. Alors, sur le bœuf, on n'a pas dit qu'il fallait plus en manger du tout. On propose de diviser le cheptel par 2. C'est un peu différent. Et on n'a pas non plus dit qu'on n'allait plus manger de fromage. Voilà. Un point important, c'est que le lait ne va pas en totalité dans le fromage.
Le lait va aussi dans des glaces, des pâtisseries, voilà. Il y a pas, voilà. Alors si on prend le problème à l'envers, en gros, le fromage qui doit survivre dans cette affaire, c'est le fromage de type AOC, parce que c'est celui qui amène le plus de valeur ajoutée aux exploitants par kilo équivalent carbone de méthanémie, comme ça. Et en ce qui concerne la viande, là où j'ai le plus bas contenu en carbone par kilo de bœuf, c'est dans la vache de réforme, c'est-à-dire la vache qui m'a déjà fourni du lait pour faire du fromage AOC et que je zigouille en fin de vie, la pauvre. Mais comme ça, j'ai de la viande à contenu en carbone marginal raisonnablement faible. Ça supprime pas le besoin d'avoir des éleveurs. Ça ne supprime pas du tout le fait qu'on va manger de la viande. Par contre, ça fait qu'on en mangera moins. Je suis rouge. Après, voilà. Je suis pas sûr que ce soit. Et après, pour finir sur ce sujet-là, je reviens à un truc idiot, qui est que si on a un problème à régler avec le monde tel qu'il est, c'est compliqué de régler le problème et de garder le monde tel qu'il est. Donc, à un moment, on a du mal à échapper à cette évidence. En ce qui concerne la voiture à 2 litres, alors moi j'adore le vélo, je vais faire mes courses tous les week-ends en vélo, j'adore le vélo. Le vélo, on l'a pas traité dans le cadre des propositions parce que c'était compliqué d'en faire une proposition simple sur une seule manette. Pour développer le vélo, faut pas avoir les bagnoles qui vous vrombissent dans les oreilles. Il faut avoir un endroit où se laver là où on va. Il faut pas se le faire piquer quand on le laisse à la gare. Enfin, donc en fait, la liste des problèmes à traiter, moi qui adore le vélo, il y a 10 bullet points. Et donc c'est compliqué, si on veut pas noyer les autres trucs qu'on dit, d'avoir une proposition là-dessus. Mais c'est juste de la tactique. C'est pas parce que sur le fond, c'est un truc qui est sans intérêt. C'est juste de la tactique dans le cadre de ces propositions. Et ça reste malheureusement, et encore une fois, moi j'aime beaucoup le vélo, ça reste malheureusement vu comme un truc de saltimbanque chez un certain nombre de gens sérieux qui ont des décisions à prendre importantes sur d'autres sujets. Donc si vous voulez pas vous polluer un truc qui est dans le rayon d'action des gens à qui vous parlez, avec autre chose qui n'est pas vraiment dans le rayon d'action et qui vous fait passer pour un guignol, il vaut mieux éviter d'en parler à ce moment-là, quelles que soient vos convictions par ailleurs. Donc c'est purement tactique, on va dire. Voilà. Voiture à 2 litres. Qu'est-ce qu'il fallait dire sur la voiture à 2 litres ? Oui. Non, c'était une question sur le vélo, moi j'ai compris. Non. On est dans le vélo. Amélioré, mais on est dans le vélo. Donc je garde les problèmes que j'ai évoqués, qui est si je vais jusqu'à la gare, faut pas que je me le fasse piquer. Si je partage la voirie avec les voitures, faut pas que je les entende vomir à côté de moi, surtout quand je suis dans une côte, parce que c'est extrêmement désagréable, etc., etc. Bien. Ben, merci à vous deux. Je pensais qu'on parlerait que de l'électricité au début du débat, puis finalement les questions se sont élargies, ouvertes, ce qui montre bien aussi que l'action doit se produire sur des registres très très différents. Ben, merci à vous deux pour vous exposer, vos réponses, vos contradictions et vos espoirs.